Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Twitch We Are Thunder France, c'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau live après quelques temps, encore une fois sans live. On est moins régulier sur les lives que sur les podcasts, vous l'avez vu. On est de retour là, juste avant les playoffs, juste avant, quelques temps avant les playoffs qui approchent de plus en plus. Je suis avec Constant, comment ça va Constant? Ça va bien, ça va bien. Ça Alors va bien, déjà, ça je va vois bien. qu'on est Déjà, je vois qu'on est en 12 Ouais. FPS, 12 sur le retour sur Twitch. Est-ce qu'on nous Déjà, est-ce qu'on nous entend, est-ce qu'on nous voit? Déjà, la première question, mais non, en dehors de ça, ça très bien. Très bien. Difficile de pas aller bien, basketballistiquement quand on voit le niveau de performance que propose le Thunder sur l'intégralité de la saison, même depuis le retour de break, j'ai envie de dire, puisqu'en 18 depuis le retour du All-Star Break. Donc, un petit niveau de jeu, les records sont en train de tomber les uns après les autres. Non, côté OKC, c'est difficile de pas aller bien. On va être pas aller bien. On va être très honnête. Toujours une galère dans les réglages Twitch à 3 notamment. Toujours une Bien galère. sûr, c'est normal. La caméra C'est normal. rapetissise, c'est normal. Si le son marche, c'est déjà très bien. Et la caméra, je pense que j'ai peut-être essayé des réglages pour que ça diffuse moins vite, mais qu'on bouge un peu plus, qu'on reste moins buggé des fois longtemps. Donc c'est peut-être ça aussi. Et on est avec Tom aussi. Comment ça va, Tom? Bah, ça va, hein, ça va très va, bien. hein, Comme l'a dit Constant, difficile de pas aller bien quand on est supporter d'OKC cette année. On a déjà passé le cap des 60 wins, mais c'était une formalité, vu qu'on est toujours en course pour être à 70. Je sais pas si on va les atteindre, mais ouais, non, ça va bien. Très content et voilà. On commence déjà à se projeter sur les playoffs depuis quelques temps. Ouais. Bravo Tom pour le prono d'ailleurs. Tom qui avait annoncé les 60 qui finalement avait vu un peu trop bas, mais qui était le seul. Nous, quand même. Ouais, mais moi encore, après la blessure d'Artenstein, j'avais dit deuxième. Moi, le seul truc clairvoyant que j'avais dit, c'était les 50 points de chez, mais ça s'est réalisé. Et à la blessure d'Artenstein, j'avais dit, pour moi, ça n'empêchait pas OKC de terminer sur site. Ça, j'ai été clairvoyant cette saison. Aussi béni des dieux par les blessures, ça a été le cas. Et c'est encore le cas. Ouais, non, mais c'était impossible d'être béni des dieux. Après, là, c'est pas béni des dieux, c'est quoi béni des dieux? C'est béni par Léon. Faut mettre des prothèses bioniques. Dans notre faveur depuis un moment. Non, faut mettre des prothèses bioniques sur tous les joueurs. Je pense qu'ils perdront peut-être un peu en mobilité, mais au moins ils se blesseront plus, quoi. Non, il n'y a pas de joueur peu mobile. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Alors, on a de l'écho pour Constant et Tom. Est-ce que ça va mieux là depuis le début ou pas? Je peux peut-être diminuer un peu votre son. Merci. Salut à Ben, ok, si, merci beaucoup pour le déjà. Salut à toi et merci pour la remarque. On va essayer de régler ça. Tac. Ok, on va essayer comme ça. Alors, du coup, au programme du jour, vous l'avez vu, avant de parler playoff, preview, bilan de la saison aussi, qui arrivera du coup rapidement à la fin de la saison régulière, on va classer les potentiels adversaires du Thunder en playoff. En gros, qui nous inquiète pas, quel est le pire tirage, quel est le meilleur, etc. Sachant, je pense qu'on le rappellera à plusieurs moments, peut-être à la fin, voilà, mais on est globalement assez serein, où on juge qu'OKC est quand même au-dessus de la majorité des adversaires, ou est censé avoir de la marge, en tout cas, on pourra en discuter. C'est quand même ça, c'est important de contextualiser. Donc peut-être qu'on va extrapoler des fois un petit peu nos classements pour que ça soit un peu plus intéressant, un peu mieux réparti. Sinon ça devient un peu chiant, on met tout le monde on est très serein pour gagner, vous allez voir, ce sera un peu moins intéressant. Je vous ai mis la tier list d'ailleurs dans le chat, n'hésitez pas à la faire pendant ce temps-là et à la partager aussi. Et puis avant de commencer, toujours les petits rappels, abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'écoute, Twitch, du coup YouTube, Instagram, Twitter, etc. Surtout que là ça va être la période de l'année où on est potentiellement le plus actif, où c'est le plus intéressant de nous suivre aussi en playoff. Donc n'hésitez pas à nous suivre partout. Sur Twitch, on a mis aussi j'ai fait quelques nouveaux emojis gratuits aussi, etc. Donc n'hésitez pas à les utiliser. Peut-être qu'un jour on mettra l'emoji final, peut-être un jour on mettra l'emoji titre. Mais on n'en est pas là. On n'en est pas là. Alors, messieurs, je passe sur la scène avec la tier list. Normalement c'est ok, vous la voyez. Alors, pour expliquer avant qu'on commence, on a 5 catégories. Donc le S, le pire tirage, là on va élire tous les 3 quel est le pire adversaire potentiel pour OKC sur les playoffs. On parle que de la conf Ouest, sinon on aurait fait beaucoup d'équipes. Donc le pire adversaire potentiel d'OKC à l'Ouest. Ensuite en A ça va être chaud, donc là c'est peut-être une série qui nous inquiète, mais on dit qu'on va s'en sortir et c'est pas le pire.
Ensuite, le B, attention, ça pourrait être compliqué. Donc là, normalement, on est devant, mais il y a quand même 2-3 difficultés. Ça pourrait être compliqué. Ensuite, on est meilleur, mais c'est que normalement on gagne, mais il y a un facteur X où il y a quelque chose qui nous fait dire, bon, ok, il peut se passer ça, pourquoi pas. Et le D, on est serein, c'est que là, allez, dans la majorité du temps, on s'en sort. Ça va aller, il n'y a pas de souci, tout devrait bien aller. On a du coup 9 équipes 10 9 10, c'est de 2 à 11. Du deuxième au 11e. On a les Warriors, les Rockets, les Kings, les Clippers, les Lakers, les Mavs, Memphis, les Timberwolves, les Nuggets et les Suns. Et oui, on fait que l'Ouest, on verra, peut-être on fera une petite aparté à la fin sur l'Ouest, mais je pense que vous vous doutez un peu du classement et on fera pas toutes les équipes, on va en parler de... Sur l'Est, Cleveland et Boston. Voilà, merci à tous. Voilà. À peu près, allez les Knicks si on est gentil, mais c'est un peu... Non, Cleveland et Boston. On fera peut-être une aparté à la fin, mais on va faire l'Ouest principalement. Vous entendez Constant ou pas? Peut-être pas. Ah bah ça c'est cool, si on n'entend pas. Je suis censuré par alors attendez, je vois ce qui se passe. Alors attendez. On n'a pas activé mon micro. Constant et censuré. Ah oui, en fait c'est que vous entendez les deux en même temps. Ok, alors je vais essayer de régler ça. Je vois ce qui se passe, messieurs, ne vous inquiétez pas. Alors attendez, c'est vraiment une galère, hein. On est vraiment... Alors attendez, comment puis-je faire ça? Allez-y, vas-y Tom, parle. Ouais, je suis là. Constant. Ok, Constant, vas-y. N'allons pas trop vite en besogne. C'est mieux ou pas dans le chat? J'ai essayé un truc. Je peux pas, moi j'entends bien, donc c'est pour ça que je peux pas vous le dire. C'est bien qu'on le fasse avant qu'on commence, c'est quand même mieux. Ah, c'est nickel. Oh, nickel, voilà. Ok, c'est que ça faisait les deux en même temps. C'est parfait. Ok. Merci les gars, merci le chat. Si tout va bien, et ben on va se lancer. Messieurs, est-ce qu'il y a une équipe? Allez, Constant, est-ce que tu veux commencer par une équipe ou on le fait dans l'ordre là que c'est apparu en gros sur le site? Pour moi, il faut. Là, du coup, c'est pas dans l'ordre, mais limite, on aurait dû remonter le classement. Okay. Genre, tu prends le classement de l'Ouest à l'heure actuelle, tu démarres en 11 et tu remontes jusqu'au 2. Faisons ça, sachant que le classement change à peu près tous les jours, donc ça servait à rien le moment où j'ai créé la tier list que je fasse ça. Oui, bien sûr. Honnêtement, j'y ai pensé. Mais partons comme ça, et du coup, on commence par nos très chers Phoenix Suns. J'en profite, Constant, je la fais pour toi, mais la dédicace à Greg de Dunkebdo qui pète des câbles à chaque fois et qui me fait beaucoup rire, donc dédicace à lui. Qui c'est qui veut se lancer sur les Suns? je pense que le classement va être vite fait. Tom, est-ce que tu veux y aller ou pas sur les Suns de KD et Devin Booker? Je peux commencer si vous voulez. Je vous le dis déjà, je les mets en D. Je suis très serein si on joue les Suns. Alors, truc important que j'ai pris en compte dans tous mes tiers, c'est l'état de forme, en plus du bilan, effectivement. Bon, il y a les affrontements directs, mais ça peut être un bon indicateur comme pas trop non plus. Il y a des équipes où on a des bilans qui ne reflètent pas trop ce qu'il peut y avoir comme affrontement pour la suite. On parlera des Mavs notamment, ou les Lakers, tu vois, des équipes qu'on a affrontées mais qui n'avaient pas du tout la même équipe à l'époque. Donc contre les Suns, on est en 2-0. Il nous restera un match contre eux en fin de saison à jouer. Et pourquoi je les mets en D, c'est parce que les Suns, pour l'état de forme, est un peu comme leur saison, c'est un peu moyen, quoi. Même si ça a fait une petite série de victoires récemment quand même, mais bon, depuis le break, ils sont même pas à 50% de win. Et globalement, c'est une équipe qui perd beaucoup contre les équipes à plus de 50% de win, contre lesquelles j'ai pas trop de crainte. Donc voilà, en D. Je trouve en plus qu'on est une match-up. Bon, après, on est une match-up compliquée pour toutes les équipes de l'Ouest, hein, concrètement. Quand tu vois le classement, en tous les cas, OKC, personne n'a envie de se faire de OKC au premier tour. Quoique, on voit des médias. Si, il y a plein de gens. Ouais, OKC prenable. Steve Rivers, il n'y a pas longtemps. des gens comme ça. Mais dans les faits, quand tu es une équipe qui a 14 wins de plus sur le deuxième, c'est que bon, globalement, il y a un niveau de domination assez important. Mais voilà, je mets les Suns en D, je peux vous laisser développer pour la suite. J'espère qu'on est d'accord sur les Suns. Oui, non, mais en D. Oui. Allez, je les mets déjà. Allez. C'est limite la match-up la plus simple de tout le lot, hein. On va être très honnête, sans manquer de respect forcément aux Suns, mais
si vous prenez juste en termes de match-up pur, déjà les Suns, c'est l'équipe qui tente le moins de tirs au cercle. Bon, bah, OKC, c'est bien. OKC n'aura même pas besoin de protéger le cercle. Comme ça, au moins, tu t'embêtes même pas. Ils tentent pas de 3 points non plus, les Suns. Ils tentent que du jeu à mi-distance. Bon, bah, dire que tu te lances dans une série où tu tentes que des mi-distances face à la défense de OKC, ça va être compliqué. Les Suns, c'est l'une des équipes qui joue le plus d'isolation de toute la NBA. En termes de fréquence, avec Devin Booker, avec Kevin Durant, enfin, ils jouent beaucoup d'isolation. OKC est la meilleure défense sur isolation de toute la NBA. Donc, de toute façon, cette équipe des Suns, c'est limite la match-up idéale au premier tour parce que défensivement, tu peux les tenir et surtout parce que offensivement, ils n'ont pas d'armes pour te limiter. C'est-à-dire que la rotation intérieure constituée de Nick Richards et de Ozo Ighodaro avec un petit peu de ball quand ils vont tomber sur Isaiah Hartenstein et Chet Holmgren, ça va être très compliqué. Ryan Dunn, je ne veux pas lui manquer de respect ni à lui ni à Greg de Valley Hoop et de Doug Kebdo, mais c'est pas suffisant pour défendre chez Gilgeous Alexander. On l'a bien vu sur le match à 50 points de chez face aux Suns. Donc non, c'est une match-up où honnêtement, si ça arrive au premier tour, bon, il y aurait le côté un petit peu historique avec le fait de jouer une série de playoffs face à KD, mais on est sur un match et on est sur une match-up où bah, tu es extrêmement confiant au premier tour et limite tu te dis on aurait pu avoir bien pire que ce que tu as actuellement. Non, moi c'est le point que j'allais amener. Je vois pas comment ils arrivent à stopper notre attaque qui est en feu depuis longtemps là. Ça commence de voilà. Meilleure attaque depuis le 1er janvier. Ça fait et là, t'as même pas la question de mettre des tirs ou pas parce que effectivement au cercle, je vois pas comment ils arrêtent notre attaque. Je vois pas comment ils ferment autant la raquette hachée que ça a pu être le cas sur certaines rencontres ou peut-être d'autres match-ups qu'on parlera. Comment ils défendent Chet Hartenstein, enfin, ils ont pas les armes concrètement défensivement. Après, offensivement, t'as KD et Booker. Si je me fais l'avocat du diable, t'auras toujours peut-être un moment ou un mood de playoff qui peut arriver où ils sont chiants à jouer, etc. Mais t'as tellement de gars envoyés dessus. Booker, il va se prendre Dort, Casson, enfin, rien que. Caruso. Ouais. Et Caruso, on peut le mettre sur KD. Après, t'as J-Dub qui arrive derrière. Non, ça me paraît vraiment compliqué. Pour eux d'exister potentiellement d'une série comme ça, à part carton monumental de KD ou de Booker qui sont injouables sur un match, allez, mais sur le reste ça peut pas durer une série et t'as trop de matériel. Et puis leur roster là, je pense que c'est une saison échec pour eux. Leur roster, ils ont essayé de le changer à la deadline, il y a eu pas mal de trucs, voilà, mais c'est un échec pour eux. Bradley Beal, ça n'a pas forcément excessivement pris, ça n'a pas apporté le trio que ça devait être là depuis quelques temps. Et puis bah voilà, pour écouter pas mal de choses sur eux, c'est une saison de l'enfer quoi. C'est une saison où j'ai vu les mecs qui voulaient même pas être en play-in parce que ça sert à rien. C'est des trucs comme ça quoi. Tu sens que le désespoir est présent à Phoenix et pas trop l'espoir d'essayer quelque chose même sur deux matchs de play-in quoi. Bon après, de toute façon, dans tous les cas, ils ont même pas leur pick cette année. Donc, qu'ils soient au play-in ou qu'ils n'y soient pas, de toute façon, ça change pas grand-chose. Mais effectivement, bon, après, de toute façon, vous allez voir, c'est un peu un leitmotiv qu'on va avoir durant toute la tier list. À partir du moment où ton meilleur joueur est un extérieur qui fait moins de 2 mètres, on est extrêmement confiant parce que bon, la rotation sur les guards défensifs du Thunder, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire sur Spo, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 10 pour comprendre que ça va être très compliqué. Tu mets Booker devant KD pour quand même cette année ? Ça va être très compliqué. Cette année, non. Mais dans tous les cas, je pense que KD seul sera pas suffisant pour te prendre 4 matchs. Donc à partir du moment où tu as juste KD qui est dans un jeu solo et encore KD, tu peux quand même mettre des joueurs dessus. On va dire que c'est pas le type de joueur de grande taille qui m'inquiète le plus pour la défense de KC. Mais à partir du moment où tu as juste KD qui fait son truc dans son coin, et c'est pas toujours le cas d'ailleurs en playoff, ça fait plusieurs années que KD en playoff, c'est quand même pas forcément extrêmement au niveau du KD qu'on a en saison régulière. Si Booker est complètement limité à côté, les Suns n'ont aucune chance. Ouais. Ce que j'allais dire aussi, c'est que KD en playoff depuis quelques années, c'est plus le même niveau. Bon, il reste pertinent, mais physiquement c'est dur. Son impact, c'est dur. Bah ouais, puis sa production baisse en playoff par rapport à la régulière. Donc là, c'est vrai que sur la régulière, il fait une très bonne régulière individuellement parlant, hein, mais ouais, puis, ils n'ont pas du tout les armes pour défendre OKC. Il suffit que tu foutes un pivot et c'est fini. Ouais, bon, pas grand chose à ajouter sur eux, mais n'hésitez pas à clipper ça pour voir quand on perdra contre eux au premier tour. Est-ce qu'on rajouterait pas un truc pour chaque équipe, genre on fait l'échelle de la double team sur Shea, genre de 1 à 5, le niveau de probabilité que Shea soit doublé,
genre à la première seconde du Game Bah, 1. Genre, 5, c'est sûr, il va être ok, doublé. vas-y, si 1, tu veux, c'est si sûr, tu il va veux. être tenu en Si tu individuel. veux. En fait, eh ben, si tu veux, et pour moi, 5 c'est le plus... où ils font le plus C'est le plus probable. Genre, Bah, première possession pour, du Game 1, pour il est moi, doublé. eux, alors il y a deux trucs. Pour moi, eux, ils sont à 5 parce qu'ils ont zéro matériel pour l'arrêter, à part Dunn. Mais ils sont à 1 parce qu'ils seront pas tactiquement capables de le faire, tu vois ce que je fais. Ouais. Mais Moi, je pars sur un bon ouais, 4. je Hein. pense aussi, Ouais, mec, c'est ouais. pareil. Ils auront la volonté de le faire, mais ça marche pas. Je pars sur un bon 4, même si le match qu'il met à 50 points, il n'a quasiment pas été doublé, sauf dans le quatrième quart, au moment où il fallait qu'il mette ses 50 points. Mais on part sur un bon 4, parce qu'effectivement, la capacité des défenseurs de Phoenix, ou en tout cas la croyance que peut avoir le coaching staff de Phoenix en la capacité de certains joueurs à stopper Shaw en individuel, je suis pas sûr qu'elle soit extrêmement Ouais, élevée. ouais, carrément. Et puis, tu vois, le seul dont on a parlé, c'est Ryan Dunn. Bon, déjà, c'est pas un défenseur élite. Il est pas mal, hein, défensivement, il se donne. Mais bon, c'est un rookie qui vient d'arriver. Oh, joli ça. C'est pas mal, t'as vu? Je fais pas exprès en plus. Ça vient tout seul. Mais ouais, voilà, il est pertinent défensivement, mais c'est pas suffisant pour stopper Shea. Et hormis lui, il y a personne. Et en plus, offensivement, s'ils mettent Ryan Dunn sur le terrain, je sais pas, il fout 30 minutes de Ryan Dunn, moi, tu le laisses ouvert, quoi. C'est un mec ultra fiable à 3 points et il C'est fait quoi que le ça. deuxième joueur après? C'est quoi? C'est Royce Royce O'Neal, ouais, j'allais te O'Neal. dire. Ouais, peut-être. S'ils Peut-être, vont ouais. mettre un ailier, si Ah tu ouais. mets un joueur plus petit face à Ah Shea, bah de toute s'ils façon, mettent t'es sûr Booker qu'il ou faut Jones, que... oui, ça va être long pour eux. Non, Ouais. mais Ty Jones, il joue un peu, mais il sort du banc là. C'est Colin Ouais. Gillespie là qui font starter depuis 2 C'est semaines. vrai. Ouais, non, ça va être compliqué potentiellement pour Phoenix si on les prend en premier tour. C'est un tirage qui nous irait bien. Avant de Ouais. passer aux Kings, on remercie Chistera qui a suivi notre compte. Merci beaucoup. Et on salue Lucas qui est dans le chat, un ancien de chez nous. Salut Lucas. Alors, les Kings. On les a joués il n'y a pas longtemps, en plus, pour le coup. Donc on a eu un petit prémisse de ce que ça pourrait donner. Un match remporté par OKC avec... alors quel absent il y avait, ça devient dur de suivre la chose. Mais avec pas mal d'absents, je peux vous dire. Et pas de J-Dub. Alors je vais vous dire, c'était le match quoi. Chet Hartenstein sont là. Ouais. Y a pas de J-Dub, y a pas Wiggins. Pas J-Dub, pas Wiggins et pas Cason Wallace. Voilà. Ce qui est pas mal quand même. Et match Mais remporté il par OKC. Bah, Constant, je vais essayer de commencer sur les Kings. Tu te situes où et qu'est-ce que les peut-être points à suivre, voilà, qu'est-ce que tu as à nous dire? On est très serein parce que vous regardez le match face aux Kings. Bon, déjà, tu joues au complet. Enfin, les Kings jouent au complet. Non, il n'y avait pas Malik Monk. Je veux pas dire. Malik Monk n'était pas là, mais ça change quand même pas grand-chose à l'équation. C'est-à-dire que tu joues un match face aux Kings où Keegan Murray fait son meilleur match de la saison en termes d'adresse, puisqu'il met 9-3 points, alors que sur l'intégralité de la saison, je crois que son meilleur match, ça devait être à 5 ou 6. Tu gagnes. Je crois que c'était 5. Ouais, tu gagnes parce qu'il tire à 31 ou 32% à 2 points. C'est-à-dire que la raquette Hartenstein-Chet a fait un boulot absolument monstrueux. Et vous regardez le match face à Sacramento, ce fameux match, tu te prends un run dans le troisième quart, mais à aucun moment j'ai senti qu'OKC pouvait le perdre. C'est-à-dire que t'as Shea qui fait un troisième quart-temps qui est catastrophique, les Kings sont en feu à 3 points, mais comme ils ne vivent que par le 3 points et qu'ils ont absolument aucune réponse à côté, me dit tu peux pas en fait. C'est toute la problématique face à cette équipe d'OKC, c'est que cette équipe d'OKC est tellement bonne en saison régulière et tellement historique que j'avoue avoir beaucoup de mal à avoir une configuration OKC perd 4 matchs sur une série en 7. En tout cas face à des équipes de l'Ouest. Comme ça, je vous spoil un peu le truc. Il y en a quelques-unes, mais on va dire que le nombre d'équipes où je vois ce scénario se produire est assez réduit. Mais oui, pour moi, c'est le simple ajout d'Isaiah Hartenstein fait que tu es capable de défendre le post-up, en tout cas le jeu de end-off de Domantas Sabonis. Tu es capable de défendre le post-up de Jonas Valanciunas. Enfin, l'arrivée d'Hartenstein, que j'ai beaucoup critiqué, moi, mais te facilite quand même pas mal de match-up comparé à l'an dernier. Puisque l'an dernier, on l'avait déjà fait la tier list et la problématique du rebond, la problématique de la défense du post-up était un truc qu'on avait souvent ramené. Là, cette année, tu n'as plus trop ce problème. Donc, non, pour moi, des sereins parce que OKC a largement les armes pour défendre cette équipe des Kings que je trouve pas très inspirée défensivement et peut-être même encore moins inspirée offensivement. C'est-à-dire que la traction arrière, Zach LaVine, Malik Monk, DeMar DeRozan, encore une fois, quand elle va tomber sur Lou Dort, Cason Wallace, Alex Caruso, ça va être très compliqué pour Ouais. Le truc avec les Kings, et je pense que le dernier match, là, c'était un bel exemple. Effectivement, ils n'arrivent pas à aller au cercle contre OKC. Ils n'arriveront pas en playoff. Donc tu les laisses tirer à 3 points et en plus potentiellement t'as pas des joueurs suradroits de loin. Bon, Lavine est très bien, Murray peut l'être, mais après derrière, moi, franchement, je suis plutôt serein. Et puis
autant quand il y avait Fox, lui il pouvait te poser des problèmes par la vitesse et l'agressivité au cercle, autant maintenant, Lavine me fait moins peur dans ce profil. DeRozan, vas-y, prends tes mi-distances, t'auras toujours un gars sur toi, tu seras toujours gêné potentiellement. Et comme tu l'as dit, Sabonis maintenant est beaucoup moins un problème avec Hartenstein, où ils se mettent des brins toute la journée et puis ça se passe bien, quoi. Voilà. Et il y a eu des très bonnes actions d'ailleurs aussi sur ce match-là, à l'inverse de Chet et Hartenstein ensemble, où ils ont fait globalement un très gros match. Mais c'est vrai qu'après, t'as eu ce run là où ouais, tu arrêtes un peu de jouer, il se passe plus rien en attaque. Potentiellement, eux s'appuieraient sur ça sur une série, mais ça reste que trop peu, je pense, pour tout ça. On parlera de chez après, mais ouais, ils ont peut-être un chouïa plus d'armes, et encore, à mettre en défense sur chez. Ouais, ils sont un banc et Kata Ouais, aussi. mais le banc est Kata, c'est ça qui m'embête pour eux. Après, là, il n'y avait pas Monk, mais le banc n'existe pas, quoi. Globalement, de toute façon, OKC est la meilleure profondeur. Hein. Donc voilà. Mais ouais, en termes de nombre je les trouve quand même un peu plus menaçants, entre guillemets, c'est un grand mot, que les Suns, que je trouve vraiment mal formés, etc. et pas au niveau. Mais je trouve que, ouais, effectivement, tu as une marge et c'est du dé sans surprise, quoi. Ouais, c'est un dé bien tassé, je suis d'accord. Là où c'est mieux que les Suns, c'est que ça joue mieux au basket collectivement. Mais tu vois, le fait que Fox soit plus là, Fox c'était le gars où tu pouvais te dire, ouais, lui sur un match de playoff, il peut en planter 40, tu vois, potentiellement. Là, ils l'ont plus, ce mec-là, et on l'a vu sur le dernier match. Sabonis s'est fait manger. Bon, ils ont mis du Valanciunas en sortie de banque, il s'est fait démonter. Il s'était déjà fait. L'année dernière, il s'était fait démonter aussi, en playoff, donc tu peux pas. Offensivement, il avait fait plus ou moins sa série, mais en défense, oui, c'était un petit peu plus compliqué, effectivement. Voilà, des deux côtés. Hein. Des deux côtés, il n'a pas existé. Hein. C'était dur. Mais ouais, non, ils ont plus cette option-là. C'est vrai que sur le match qu'on gagne 2-20, on a plein d'absents. Ils existent avec un Keegan Murray qui est lunaire. Keegan Murray, quand tu regardes sa saison, je pense pas que même sur une série, il est capable de tenir avec un bon pourcentage à 3 points. Il fait pas une bonne saison, Keegan Murray, à ce niveau-là. Non, ouais, c'est un DeRozan n'a aucune chance en plus de faire quoi que ce soit face à Lugansdort. Pareil sur le match contre les Kings récents, je sais plus, il shoot à 4 sur 15, je crois, DeRozan. 4 sur 13. 4 sur 13, ouais. Il en plante pas une. Donc ouais, non, D, je suis très serein. D pour moi, c'est un sweep. C'est 4-0. Ah ouais, carrément. C'est 4-0, ouais, 4-0. Ouais, allez. Tu peux avoir un petit match qui traîne si t'as toujours ce gentleman sweep, mais tu perds pas plus d'un match. Ouais. Ok, ici, il n'a pas respecté l'an dernier. Le match sweep. Tu vois, voilà. Le sweep est probable au premier tour contre ce type d'équipe parce qu'OKC laisse quand même très peu de choses, quoi. Enfin, OKC a perdu 12 matchs depuis le début de saison, quoi. Ouais. Même dans des matchs sans, ils arrivent à gagner. Donc, c'est très dur, je pense, pour les Kings ou comme les Suns de prendre un match au Thunder. Non, pas grand chose à ajouter sur eux. Allez, on fait l'échelle de chez. L'échelle de la double team. Je pense qu'ils font pas mal confiance à Keon Ellis pour défendre chez, par contre. Et qui serait plus en mode, et on l'a vu sur le dernier match, on le trappe pas directement, par contre, chaque drive, on est 5 joueurs dans la raquette, quoi. Donc je serais plutôt à 2, 3 max. 2, ouais. Ouais, un 2 bien tassé, ouais. Ouais. Ils peuvent même échanger Keegan Murray en match-up sur Shea si jamais tu veux mettre un mec plus grand. Mais ouais, ils vont pas trop le trapper. Ils le trappent pas, par contre, ils l'attendent sous le cercle, quoi. Quitte à laisser tout le monde ouvert. C'est ce que j'allais dire. Je les vois bien, eux, faire un gros mur et dire allez, tirer les role-players et on voit ce qui se passe. Mais Shea, on va l'embêter au maximum. On met Sabonis au milieu. On met Lavine et DeRozan prêts à faire les close-out. Et puis voilà, quoi. Ok. Équipe suivante, alors attendez, je remonte le classement. On arrive, là déjà on a parlé de 2 équipes qui seront sûrement même pas en playoff, je pense. On verra, attends, mais on va voir. Le play-in, oui, c'est vrai que le play-in ça peut être un peu n'importe quoi. On arrive au Dallas Mavericks. Qui il y a quelques mois aurait été, je pense, enfin voilà, à vous de voir. Et qui ont fait pas mal de choses, hein, on va pas revenir encore une fois là-dessus, qui ont pas mal bougé l'effectif, il y a eu plein de blessures, etc. qui sont à prendre en compte. Je me souviens plus où je les ai mis, donc Tom, vas-y, parce que je me souviens plus où je les ai mis pour commencer. Vas-y, Tom. Alors, moi je les ai mis en C, juste, alors on est meilleur mais, le mais c'est mais parce que c'est Dallas Mavericks et que j'ai encore des Roland de l'an dernier où ça se passait mal. Mais sinon, pour moi, on doit les taper, d'autant plus que Kyrie s'est fait les croiser.
Donc, alors, ils ont des grands, ils ont toujours une équipe athlétique. C'est toujours une équipe qui, même défensivement, peut nous embêter, par exemple. Mais quand ta création offensive, elle repose sur Spencer Dinwiddie et Jaden Hardy, sachant que, alors, je crois qu'il est revenu, mais Hardy s'était blessé à un moment donné aussi. Mais quand la création offensive repose sur ces deux joueurs-là, pour moi, ils ont aucune chance de gagner la série pour le coup. Je mets juste le C par rapport au fait que Jason Kidd est capable de faire des bons ajustements de playoff et qu'ils ont une bonne protection de cercle et des capacités athlétiques. Mais je les ai en C aussi, j'ai vérifié. Pourquoi ? Parce que ils ont, bon, potentiellement, si tout le monde est sur le terrain, du monde dans la raquette, et Anthony Davis, même si Hartenstein a toujours fait du bon taf sur lui, peut être pénible. Ouais. Peut être pénible et peut être un très gros joueur. Parce que, Tom, tu l'as dit, défensivement, pour le coup, comparé aux Suns et aux Kings, ils ont un peu plus d'armes pour embêter pour faire des close-outs. Enfin, on l'a vu l'année dernière, hein, ils nous ont posé problème. Et c'est ça aussi que je voulais dire, c'est que ils ont su l'année dernière comment nous battre. Alors, est-ce que les mêmes ingrédients font que tu nous bats cette année ? Je suis pas sûr, parce qu'il y a eu quelques adaptations. T'as plus Guidi, t'as Hartenstein, Il n'y a plus Doncic, etc. Mais voilà, ils avaient un plan de jeu, et ils l'ont eu des fois aussi cette année, à certains moments, hein, qui marchait contre nous. Et ça, Jason Kidd a été capable de le réaliser. Est-ce qu'il est encore capable de le réaliser avec l'effectif de maintenant ? Je suis moins sûr. Mais en tout cas, il avait trouvé une mini-recette à l'époque pour nous battre. Maintenant, pourquoi ils sont en C ? Parce que Kyrie n'est plus là, t'as plus de porteur de balle. Alors Dinwiddie a fait un match énorme contre OKC. Je sais pas si c'était le dernier que ça a joué ou pas, mais le dernier, il était monstrueux. Donc tu peux toujours être embêté par des joueurs comme ça qui prennent feu, hein, et qui ont plein de ballons dans les mains, on sait en NBA. Mais t'es quand même beaucoup moins talentueux maintenant sans Kyrie et sans Luka. À part si tout le monde met tout dedans de loin, PJ Washington comme l'année dernière, je trouve que t'es quand même bien meilleur que cette équipe-là maintenant. Là où je crois avec Constant, je sais pas qui y avait d'autres, je sais pas si on était que tous les deux, mais en début de saison, Dallas, on les mettait presque deuxième, on dit ça va être la confrontation avec nous toute la saison, quoi. Là, ça a quand même... on l'avait dit dans la preview. Donc ça a bien changé quand même là-dessus. Mais je les mets en C aussi quand même, parce que je les trouve quand même un petit cran au-dessus potentiellement s'ils sont complets, sans Kyrie bien entendu, que les deux autres équipes qu'on a citées avant. J'hésitais à les mettre en ouais, D. quand même. Je les mets en C. Ouais, allez, go en C alors. En C, mais avec Kyrie, je pense qu'ils sont Kyrie, ils sont hauts. Hein. Avec Kyrie, moi, ils me faisaient peur. Hein. Ouais, franchement. Avec Kyrie, ils auraient de la création, quoi. Ouais. Ils auraient de la création, et puis surtout, il y a un truc qu'il faut pas mésestimer, qu'il faut toujours pas mésestimer, même avec l'absence de Kyrie, ils sont grands. Ils sont très très grands, parce que là ce qu'ils font, même Gafford et Lively devraient pas tarder à revenir. Et comme Dallas est toujours plus ou moins en course, enfin ils sont même 9e d'ailleurs, comme Dallas est encore en course pour jouer le play-in et potentiellement se qualifier en play-off, je pense que Gafford et Lively vont revenir, parce que de toute façon le tanking ils l'ont complètement raté, donc c'est pas gagner 2 places qui potentiellement va modifier ta destinée à la draft. Mais c'est une équipe qui joue, même là quand tu as Kate Jones qui est titulaire, qui joue avec Kate Jones, Anthony Davis et PJ Washington. C'est une équipe qui est très très grande sur le front de courte. C'est une équipe qui peut embêter OKC malgré l'ajout d'Isaiah Hartenstein. La taille peut poser beaucoup de problèmes à OKC, on y reviendra quand on parlera pour moi de la pire match-up pour OKC. Mais en termes de taille, oui, je trouve que c'est une équipe qui peut te poser énormément de problèmes. L'absence de Kyrie, selon moi, leur est trop préjudiciable pour que je les classe plus haut, parce que dans l'autocréation, tu peux avoir des moments où ça va être compliqué pour cet effectif de créer, même si voilà, Najee Marshall fait quand même une saison aussi, qui est assez impressionnante depuis le moment où Kyrie se blesse. Enfin, son temps de jeu est un peu disparate, on va dire, si on prend l'évolution de la saison, mais quand il a un vrai temps de jeu, il montre quand même de vraies bonnes choses, sachant que c'était limite le meilleur joueur des Pels sur la série face à OKC la saison dernière. Donc non, moi je les classe en C parce que OKC est meilleur, mais effectivement, il y a ce côté Dallas où il y a l'irrationalité de jouer cette équipe de Dallas, et malgré tout cet aspect où tu es une équipe qui est très grande, tu es une équipe qui potentiellement peut envoyer des joueurs pour défendre sur champ individuel, qui est capable de protéger le cercle malgré tout. Je trouve que des 3 équipes dont on a parlé jusqu'ici, c'est celle où tu as le plus besoin d'avoir une grosse réussite extérieure pour pouvoir remporter la série, ce qui, je trouve, n'est pas forcément le cas pour les 2 autres équipes. C'est pas que tu as le plus besoin, c'est que tu en as besoin, je pense. Franchement. Et puis ils vont jouer là-dessus. C'est possible.
ils vont jouer sur leur taille à fond, et ils ont raison, quoi. C'est la seule carte d'ailleurs qu'ils peuvent jouer avec l'effectif de maintenant. Donc, Après, tu peux les battre un peu à la Pels de l'an dernier, c'est-à-dire face aux Pels, tu mettais dedans, mais tu peux les battre un peu dans une match-up défensive où toi tu mets 108 points et eux ils en mettent 95. Oui, c'est ça, c'est qu'offensivement, ils n'ont pas trop d'armes. Donc, donc c'est un peu. Et d'ailleurs, les Mavs ont gagné 40% de leurs matchs contre les équipes à plus de 50% de wins cette année. Donc, c'est pas une équipe qui bat tant que ça les gros. Alors, après, il y a des blessés, c'est difficile de prendre des stats pour Dallas cette année. Et justement, ouais, après la blessure de Kyrie, ils avaient un peu mis tout le monde out et commencé à tanker. Et là, ils reprennent leurs joueurs. Donc, c'est compliqué à analyser Dallas. Et par contre, dans les 3 équipes qu'on a citées, qui sont les 3 équipes qui vont se battre pour les 2 derniers spots du play-in, pour le coup, donc il y en a une qu'on verra pas. C'est potentiellement Dallas, je pense, qui aurait le plus de chances de faire le petit upset pour choper le spot 8 et aller en playoff. Entre Mavs, Kings et Suns, si je devais mettre une pièce sur un upset et une équipe qui tape le 7 ou 8, je mettrais les Mavs, perso. Ouais. Après, ça va être un match de taille contre intensité, j'ai envie de dire. Ça va être, nous, on va courir, on va mettre de la pression, etc. Eux vont faire un mur dans la raquette et on verra qui sera le plus efficace et qui arrivera le mieux à s'en sortir offensivement. Mais je vois bien une petite guerre tranchée si jamais on tombe contre eux. Ça va pas faire des matchs à 140 points, je pense, comme il y a peu en playoff. Disons que si OKC arrive à en mettre 125, le match est gagné. Parce que je sais pas trop comment les Mavs vont pouvoir mettre beaucoup plus de 100 points à chaque match. Globalement, de façon. Après, tu regardes là le match face aux Bulls. Alors, ce n'est que la défense des Bulls, mais ils en mettent combien, 130 ou 120, après, je sais plus. Après, c'est les Bulls. Les Bulls, ça joue speed, ça attaque de partout. Ouais, mais tu vois, même si on peut te dire ce qu'on veut sur la défense des Bulls, etc., ils trouvent quand même le moyen de scorer, malgré tout. Avec un AD qui shoot à 7 sur 23. Ouais. Non, mais Najee Marshall, tu l'as dit, qui pourrait nous poser problème, même dans le profil, qui est un joueur qui nous a posé problème dans le passé aussi, et qui est très bon là sur la fin de saison. Donc, ouais, à voir. On nous dit qu'on est gentil avec eux, peut-être qu'on a trop de traumatisme. Non, on est traumatisé, c'est pas pareil. C'est peut-être le cas. Après, voilà, il y a aussi à prendre en compte que le classement, là, on le fait de manière à séparer un peu les équipes. Hein. Mais vous nous dites de parier peut-être sur la série OKC Dallas, on met quoi? On met peut-être 4-1. 4-1, oui, 4-1, parce que t'es jamais à l'abri d'avoir un Klay Thompson game, d'avoir un Spencer Dinwiddie game, mais t'es pas non plus... T'es confiant, quoi. On est meilleur, mais... Voilà, il y a un petit mais. Il y a un petit mais qui est pas dans les autres, dans les Kings et les Suns, en gros. Voilà. L'échelle de la double team de Shea, pour moi, elle est très basse. 0. Ouais, 0. Hein. 0, je sais pas, mais ils vont envoyer Najee Marshall, ils vont envoyer PJ Washington. Enfin, t'auras toujours des double teams à un moment, mais sur l'échelle, non, 1. Je pense que par contre, le mur, là aussi, on va leur trouver. L'échelle du mur, on est sur du grand mur, là. On est à 6 sur 5, là. Là, c'est du vrai mur. En même temps, avec Davis Gafford, la vie, là... Même PJ Washington, en soi, si t'as Najee Marshall qui défend sur Shea et PJ Washington qui vient en aide... Et puis Hartenstein et Chet vont passer une très bonne série, s'en mettre plein la gueule avec leurs grands, ça va être très bien. Que des grands sur le terrain. Un grand copain. Ça va être, on remonte le classement, on arrive au 8e, les Minnesota Timberwolves. Et là, je sens que ça va être intéressant. Là, je sens que déjà, on va commencer de causer un petit peu plus. Les Wolves qui nous ont d'abord posé un peu problème récemment. Aux alentours du All-Star Break, j'ai envie de dire, parce qu'on les a joués pas mal de fois à ce moment-là. Mais on les a joués pas mal de fois dans une configuration assez atypique pour eux. Il n'y avait ni Randle ni Gobert. Et on s'est fait traumatiser par Naz Reid un petit peu, on va le dire aussi. Moi, je vais commencer par eux. Je vais commencer sur eux. Je les ai mis assez haut. C'est pas la pire pour moi. Je les ai mis en B. Mais alors... En fait, ils me font presque plus peur quand il n'y a pas Gobert et Randle. C'est triste à dire, mais voilà. Parce que Naz Reid est en mode je suis franchise player et peut casser la gueule de la défense d'OKC parce qu'on n'a pas forcément, pour le coup, de joueurs à mettre sur lui. Il nous pose vraiment problème. Et avec Randle et Gobert, on arrive mieux à les défendre parce qu'on ferme beaucoup la raquette, ils ont moins de spacing, etc. Enfin, ça nous convient mieux. Pourquoi je les ai quand même hauts? Parce que physiquement, pour le coup, là, je regarde les autres équipes, je pense que c'est potentiellement l'équipe la plus physique. Allez, les Mavs sont grands, mais eux, physiquement, c'est un délire. Vraiment, eux, ils peuvent soit verrouiller la raquette, soit défendre assez haut, mettre de l'agressivité. Il y a des joueurs pour mettre sur Shea. Enfin, voilà.
tu auras potentiellement pas beaucoup. Ils ont plus d'arrière physique. Ouais, t'auras potentiellement pas beaucoup de rebonds contre eux aussi, de rebonds offensifs, etc. Ils peuvent couvrir beaucoup de terrain sur les close-out, etc. Donc voilà, ils m'inquiètent un petit peu. Pourquoi ils sont pas plus hauts? Parce qu'offensivement, j'y crois moyen. Même si je suis pas, pour le coup, je pense ici, le plus grand hater d'Anthony Edwards parmi les présents. Je crois pas, je le trouve quand même très fort. Je pense que ça va être compliqué pour eux offensivement globalement, surtout du coup avec Gobert et Randle. Mais ils sont en forme, ils sont sur une bonne série si je me trompe pas, ou ils étaient sur une bonne série. Et en tout cas au premier tour, c'est peut-être le pire adversaire à voir avec les Warriors, on en parlera ensuite. Mais il spoil le classement. non, mais je fais que le premier tour. Hein. Non, je dis que le premier tour. Premier tour, franchement, là, on enchaîne l'enchaînement 8, 7, 6. Ouais, c'est pas les. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est pas je serais pas le plus serein du monde non plus contre eux. Non. C'est pour ça que moi, ils sont en A. Ok. Ça va être chaud. Pour moi, je pense que c'est une équipe. Si je devais parier sur une équipe qui vient, pas forcément que OKC, hein, mais si je devais parier sur une équipe qui fait un peu le bracket buster, qui explose tous les brackets au premier tour, je pense que je mettrais une piécette sur les Wolves. Les Wolves, c'est une équipe que j'apprécie, tu vois, contrairement à ce que tu as sous-entendu, Pierre. J'aime bien Anthony Edwards cette année, même si je suis pas son plus grand fan, mais on va dire que mon taux d'appréciation pour Edwards cette année a augmenté par rapport à ce qu'il était l'an dernier. Et même pour cette équipe des Wolves, alors c'est peut-être par le fait qu'ils soient un peu moins dangereux, on va dire qu'OKC, c'est peut-être pour ça que je les aime un peu mieux cette année. Ils sont plus éloignés d'OKC au classement, même si voilà, les déclarations de Chris Finch sur l'arbitrage me Après, saoulent ça toujours. a bien baissé la hype. Enfin, l'année dernière, tu vois qu'il y avait ce clash avec OKC et Denver. Là, je trouve qu'ils sont un peu plus discrets. Il y a moins de choses quand même aussi. Je pense que ça joue. Ouais, ça parle toujours, hein, ça parle toujours quand même beaucoup entre les deux fanbases, même entre les joueurs. Tu vois, Ouais, quand tu as c'est vrai. Anthony Edwards qui fait le compte sur Shea, là, le match qu'on perd où tu mènes de 25, ça trash talk derrière. Enfin voilà, c'est une équipe qui parle beaucoup. Il y a quand même un historique. Je trouve que c'est une équipe qui peut poser énormément de problèmes au OKC. On l'a vu de toute façon sur les 4 matchs que tu as joué face aux Wolves cette saison. Peu importe la configuration, j'ai envie de dire, il me semble que tu dois en avoir au moins un, celui fin du mois de décembre où Gobert doit être là, même si là, a priori, enfin, sans vérifier, j'ai un doute. Mais les 4 matchs, tu perds contre eux. Il y a le dernier match avant le All-Star Break, où tu te fais démonter, alors que tu es quasi au complet. Et ça, pour le coup, ça m'a marqué. Parce qu'au OKC qui se fait démonter quasi au complet, il n'y en a presque pas eu des matchs cette saison, dans cette configuration-là. Il manquait Caruso et Kayson Wallace, mais tu avais Chet, Hartenstein, tu avais J-Dub, tu avais Shea, tu te fais démolir la tronche. Voilà, vous regardez les 4 matchs face aux Wolves, OKC a chaque fois eu des problèmes et c'est pour ça que je les mets en ça va être chaud parce que je trouve que c'est une équipe qui, peu importe la configuration de leur roster, peu importe la configuration du match, trouve toujours des solutions pour t'embêter, que ce soit offensivement ou que ce soit défensivement. Je pense que c'est la série où là aussi, si tu mets pas tes 3 points, t'es mort. Oui. Littéralement, t'es mort parce qu'ils défendent extrêmement bien le cercle. Sur chez Gilgeous Alexander, j'ai l'impression que c'est l'une des équipes qui peut envoyer le plus de monde en relais pour défendre sur chez et qu'il y en a un qui pop à chaque match. Il nous avait sorti quoi? C'était Gary Clark? Non, c'est pas Gary Clark, mais son nom de famille, c'est Clark. J'ai plus le prénom. Jalen Clark, voilà. Ils nous ont sorti Jalen Clark qui avait bien défendu sur le match de chez, qui avait bien défendu sur le match face à Shea, sur le premier match que tu joues face aux Wolves en sortie de All-Star Break que tu remportes à Minnesota. Enfin, voilà, je trouve que c'est une équipe qui peut te poser beaucoup de problèmes et il y a ce côté où c'est une équipe qui a joué énormément de matchs dans le clutch cette saison. Alors, elle en a pas. Elle les a pas tous gagnés, on va dire. Leur pourcentage de victoire n'est pas très bon. Mais c'est une équipe qui a du passif dans le clutch cette saison, ce qui n'est pas vraiment le cas d'OKC. Je pense que tu peux avoir une série qui va, je sais pas, en 6 ou en 7, où tu peux avoir 3 matchs serrés. Et si les Wolves t'en prennent 2 parce que tu n'arrives pas forcément à bien les gérer dans le money time, etc., bah, tu peux être sur une série qui peut se rallonger et se compliquer. Tom? Ils ont joué 21 matchs dans le club, enfin à 3 points les Wolves cette année. C'est de loin l'équipe qu'on a joué le plus. Donc, ouais, dans le clutch, c'est l'équipe qu'on a joué le plus aussi cette année. Et d'ailleurs, en défense sur Shea, il y avait un petit peu de Terence Shannon Jr. aussi que j'avais bien aimé. Alors, je sais pas s'il joue pas en playoff pour le coup. Oui, le cousin, ouais, c'est qu'on le connaît plus, Alexander Walker, qui fait une sacrée saison d'ailleurs. Mais ouais, moi j'ai beaucoup hésité, mais je les ai mis en B finalement. Mais j'ai beaucoup hésité à les mettre en A parce que c'est vrai qu'ils sont très relous, très athlétiques. Pourquoi
pourquoi en B et pas tant en A, alors que c'est une équipe qui est sur une bonne série et qui gagne contre les équipes à plus de 50% de win, donc qui est une équipe qui est capable de taper les grosses équipes. Je les laisse quand même en B par rapport au fait qu'il n'y a pas vraiment de meneur à côté d'Anthony Edwards et que je pense qu'ils auront un peu de mal à créer offensivement parce que Mike Conley, c'est compliqué. Mike Conley, là, c'est la saison. Mieux là quand même, depuis qu'il sort du banc, ça va quand même bien mieux. Ouais, voilà. Mais tu vois, il sort du banc pour le coup. Il est moins responsabilisé. Ça reste un joueur de basket tout à fait correct, hein, mais Mike Conley à 35 minutes en playoff, je suis pas sûr. Tu vois. Et du Rob Dillingham, c'est intéressant, mais c'est encore un peu brut. Voilà, donc ils ont un petit peu de problème de création offensive, et surtout il y a un autre point qui pour moi me paraît important, c'est que leur deuxième meilleur joueur c'est censé être Julius Randle, et que Julius Randle, déjà il fait pas une régulière exceptionnelle, et en playoff on sait que c'est un mec dont la production s'effondre par rapport à la régulière. Donc Anthony Edwards fait une putain de saison, et je pense que même avec les défenseurs qu'il y a au OKC, il est capable de faire une grosse série. Mais ça manque de soutien offensif à côté de lui. Il va falloir, possiblement, il y aura peut-être un énorme Naz Reid, Nicky Alexander Walker, mais ça manque de soutien à côté de lui, je trouve. Donc je pense qu'OKC a quand même une légère marge par rapport aux Wolves, même si la série sera quand même compliquée si on les joue au premier tour, et c'est possible qu'on les joue au premier tour vu qu'ils sont 8e actuellement. Donc ouais, c'est pour ça que je les mets B, mais c'est vrai que c'est pas une match-up facile pour le premier tour. Tu serais direct dans le bain au premier tour avec eux, je pense. Pour le coup, ce serait pas le meilleur premier tour du monde. On a Kamel dans le chat qui nous dit qu'il n'est pas sûr de vouloir sous-estimer Randle offensivement, etc. Et qu'il les a mis pire tirage, lui, dans sa tier list qu'il nous a envoyé. Ouais, j'ai vu. Donc, ça se défend, ouais. Ça se défend, mais Randle, moi, j'ai pas très peur de Randle en playoff. Honnêtement, c'est peut-être... mais enfin, quand on voit ce qu'il faisait même Onyx dans les séries de playoffs, j'ai le souvenir de J-Dub qui l'éteint aussi, bizarrement. Ouais, j'ai pas très peur de Randle. J'aurais plus peur de Naz Reid, Alexander Walker, de mecs comme ça que de Randle. Mais là, ce que je trouve intéressant, c'est que vous voyez le nombre de personnes qu'on a citées, c'est une équipe qui a quand même de la bonne profondeur, je trouve. De la bonne profondeur sur des postes qui peuvent embêter OKC, parce qu'on n'a même pas parlé du développement offensif complètement dingue qui est en train de nous sortir Jaden McDaniels là depuis 2 mois et demi, où offensivement il est vraiment en train d'exploser, il est vraiment en train de passer à un niveau supérieur. Et tu vois, Tom, tu parlais du fait qu'ils n'avaient pas vraiment de guard play, en tout cas qu'ils n'avaient pas un espèce de meneur à côté de Mike Conley. Je trouve qu'ils ont beaucoup de joueurs qui sont capables de se relayer. Même le retour de Dante DiVincenzo qui est loin d'être une tanche en termes de playmaking. T'as Jaden McDaniels où playmaking progresse, t'as toujours Julius Randle qui, même si en efficacité au tir, même s'il peut avoir des moments où il va être dans du trou noir, peut quand même te forcer un petit peu les défenses à venir se resserrer sur lui si jamais il joue du post-up, ce qui peut libérer potentiellement d'autres joueurs à 3 points. Naz Reid fait un tout petit peu de playmaking. Enfin voilà, je trouve que c'est une équipe qui a beaucoup de joueurs que tu peux envoyer et que tu peux qui peuvent te poser des problématiques. Je trouve que c'est une équipe comparée à les équipes qu'on a citées précédemment, qui est assez deep, qui est même plus deep, je pense, que d'autres équipes qu'on va citer qui restent encore à citer dans ce live. Donc ouais, pour moi, les Wolves, c'est vraiment un tirage qui peut être compliqué, et je pense que c'est aussi une série où OKC peut s'auto-compliquer la tâche, parce qu'on va être très honnête. Tu regardes les match-up, bon, tu te dis, voilà, on est en train de les classer, mais tu as aussi une part de à quel point OKC va s'auto-saboter. Parce que je pense très honnêtement que si OKC sort pas de l'Ouest, c'est qu'il y aura une part de sabotage de la part du Thunder. Ouais. Ça, on est d'accord. C'est vrai que leur rotation à 8, là, je regardais leur roster, Edwards, McDaniels, Gobert, Reid, Randle, Alexander Walker, Conley, DiVincenzo, c'est pas dégueu, hein. Non. Alors oui, il y a des problématiques, il faut que tout le monde soit en forme et mettre dedans, mais c'est quand même solide. Hein. Ouais, puis les Wolves, c'est l'une des rares équipes cette année qui est top 10 attaque, top 10 défense. Ouais, et c'est fou qu'ils soient 8e en vrai. Parce qu'ils perdent les matchs dans le clutch, ils ont le 27e pourcentage de victoire de matchs joués dans le clutch de toute la NBA. Avec 3 équipes qui font pire. Donc ils seront en B avec l'avis de Tom. Du coup, ils étaient un peu entre les deux, mais B+, quoi. C'est du B+, on va dire. Ouais, ils sont pas loin. L'échelle de la double team, on est bas aussi, non? Ah, je sais pas, hein, ça dépend des matchs. Tu penses s'ils font les deux? Bah, tu regardes le match que tu remportes à Minnesota, donc le match justement où Jalen Clark défendait sur Shea avant de se blesser. 4e quart-temps, ils font que des double teams et tu les tapes parce que tout le monde met dedans à 3 points, parce que Shea fait les bonnes passes de décalage. Tu regardes le match d'après, c'est pareil. Quand tu mènes de 25 points, que tout le monde loupe ses 3 points, il y a beaucoup de double team sur Shea aussi. Hein. Donc pour moi, on est sur un
un 3 voire un 4. Je trouve que c'est une équipe qui déjà a la capacité de construire un mur, mais même en dehors de ça va t'envoyer des double teams parce que l'historique montre que tu as déjà eu beaucoup de double teams envoyés sur Shea et que c'est une équipe qui va parier sur le fait que les role-players sont pas capables de mettre dedans, comme elle l'a déjà fait sur 50% des matchs que tu as joué face à eux en saison régulière. 4, je suis d'accord. C'est en plus une équipe très dynamique au-delà d'être athlétique, donc c'est une équipe qui peut pas mal double team Shea et comme l'a dit Constant, laisser les role-players les punir, et je pense que Chris Finch aura tout à fait aura aucun problème à mettre ça en place. Ouais, les Wolves, c'est pas tant défensivement, je pense qu'ils vont nous faire chier défensivement, c'est plus en attaque. Je suis un peu plus sceptique sur leur capacité à produire du bon jeu offensif en playoff. Ouais. Ah, mais on n'arrive pas à les stopper, c'est ça le problème aussi. Ça dépend. Je sais pas. Moi, franchement, tout dépend des rotations aussi. À quel point Chris Finch, parce que moi, bon, je vais paraître pour un hater de Randle. C'est pas tout à fait faux, mais en même temps, est-ce que dans des matchs où Randle sera pas dedans, est-ce qu'il sera Chris Finch en capacité, on va dire, de le bencher et de foutre une équipe avec 4 ailiers et Nazrid, par exemple. En vrai, j'espère pas pour eux. Hein, peut-être pas pour eux, ok. Mais je le trouve, alors quand il a des blessés, justement il sort des mecs, Terence Shannon, Dillingham, qui nous ont fait mal, notamment quand on les a affrontés, même Lucas Garza. Il les met sur le terrain et c'est des mecs productifs, donc on voit qu'ils ont de la profondeur, mais Chris Finch, je le trouve très borné sur ses rotations à 8-9 et il en sort que quand il y a quelque chose qui l'oblige à le faire. Peut-être que le niveau de Randle l'obligera à faire. Peut-être, mais s'il le fait au Game 4 et qu'il y a 3-0, c'est un peu tard. C'est ça le souci. C'est une équipe que je trouve difficile à manœuvrer, c'est une équipe qui est difficile à bouger, je trouve. Je suis assez d'accord, ouais. On a Lucas qui nous dit que c'est 8ème actuellement, mais qu'ils vont finir plus haut, et que surtout vu leur fin de calendrier qui est assez abordable. Bon, on croise. Oui, ils ont une bonne fin de calendrier. Après, ça prédire qui va finir à quelle place à l'Ouest, c'est un bazar. Parce que là, en fait, ils sont même pas si loin de ça que de Memphis, par exemple, qui sont. Non, justement, Memphis qui est un peu bon. Non, on va en parler plus tard. On en discutera. Et oui, pour revenir sur la double team de Shea, c'est vrai qu'ils peuvent se permettre de le faire, de par aussi la longueur des joueurs qu'il y aura derrière, on va dire, dans le bas du terrain. Et en fait, si tu te retrouves avec même un 4 contre 3, mais que c'est Rudy Gobert qui est sous le cercle et que c'est McDaniels qui va faire un close-out ou autre, c'est quand même assez intéressant pour eux de le faire, effectivement. Et puis même sans les double teams, tu as des matchs où Shea il est défendu en individuel et où il est bien tenu. Hein. Match avant le All-Star Break, il shoot à, je sais plus, 6 sur 21, enfin il fait un pourcentage de tir horrible où il est défendu en individuel. Et c'est ce que je trouve intéressant, et je rejoins ce que tu as dit, Tom. C'est une équipe qui est hyper dynamique et qui est tellement longue que, effectivement, même dans des situations de 4 contre 3, elle est capable quand même de colmater les brèches. Et ça, pour le coup, la taille le fait, enfin la taille joue sur ça, leur vitesse joue sur ça. Et tu as peu d'équipes parmi les équipes qu'on va citer et les équipes présentes dans cette tier list qui sont capables de le faire. Carrément. On passe au suivant, qui sont les Golden State Warriors, actuellement 7ème. Tom, où c'est que tu les as mis, toi ? Les Golden State Warriors. Alors moi, je les ai mis très haut. Les Golden State Warriors, je les ai mis en A. Ok. Pas S. J'ai pas mal hésité entre A et B pour les Warriors. Alors, les match-ups contre les Warriors, contre les Mavs, c'était pas très parlant parce que c'était l'époque où ils avaient encore Luka Doncic chez eux, même s'il avait été absent sur un ou deux matchs, je sais plus. Mais les Warriors, pareil, c'était pas l'époque où ils avaient Jimmy Butler, donc les match-ups sont pas les plus parlantes entre guillemets, mais je trouve que c'est une équipe déjà qui est sur une très bonne dynamique pour le coup. Alors ils ont eu un calendrier qui permettait aussi un peu, mais c'est quand même une équipe qui est sur 14 victoires, 4 défaites depuis le retour du break, donc c'est quand même une sacrée dynamique dans laquelle ils se mettent. Et j'ai peur, peut-être pas, mais je me méfierais du trio de vieux briscards qui ont plus de 100 ans à eux trois. Steph Curry, Jimmy Butler, Draymond Green. Entouré de role-players, ça peut être très piégeux. En plus, Draymond Green qui fluidifie le jeu, Jimmy Butler qui met de la pression au panier et Curry qui espace le terrain. Je trouve que le mix de tout ça est très piégeux. Et tu vois, là, Constant, tu parlais du fait que tu mettrais une petite pièce sur les Wolves pour l'équipe qui casse les braquettes et qui upset au premier tour. Moi, ce serait plus les Warriors que je mettrais dans moi aussi. En fait, pour être très honnête, je suis assez peu surpris si les Warriors ou les Clippers passent un tour. En fonction de la match-up. Ça dépend qui ils vont jouer, ça dépend comment va être foutu le classement. Mais enfin voilà, je vous laisse
la cite pas, mais je vous laisse aller regarder qui est deuxième de la conférence Ouest à l'heure actuelle. Si jamais les Clippers ou les Warriors jouent cette équipe, je suis pas surpris en fait s'il y a un upset parce que je pense que je les mets favoris. Ok. On en discutera quand on parlera de cette équipe en place numéro 2. Mais ouais, je les mets en A. C'est une équipe qui joue plutôt, enfin Steve Kerr même joue plutôt bien et coach plutôt bien face à OKC. Ça a toujours été une équipe qui nous embêtait. Et lui, pour le coup, contrairement à Chris Finch, Steve Kerr, je pense qu'il n'hésitera pas à utiliser sa profondeur d'effectif pour embêter OKC et s'adapter aux différents besoins en cours de match. Voilà, et Gary Payton qui est blessé. Alors, je sais pas comment évoluera sa blessure, mais tu vois, c'est typiquement le genre de joueur que Steve Kerr aime bien mettre d'un coup comme ça sans que tu t'y attendes. Il joue 15 Lui, il minutes, aurait il joué. est très bon. Et poster Il aurait joué, lui, hein, c'est sûr. Hein. Ouais. Bah, je sais pas s'il reviendra pour les playoffs, mais j'avais vu qu'il était blessé un petit temps quand même. Mais ouais, l'expérience des Warriors me fait dire que ça serait une match-up vraiment pas évidente, surtout au premier tour. Là, pour le coup, tu vois, on parlait des Wolves, ça te prêtait dans le bain, notamment physiquement. Bah, les Warriors aussi, hein. Pour le coup, tu te coltines ça premier tour, ça fait 10 jours que t'as pas joué, et eux, ils sortent de 2 matchs de play-in. Relou, très relou à jouer, je trouve. Moi, je les ai mis en B. Je les mets un peu plus bas que les Wolves que j'avais en A, du coup. Je trouve que c'est. Tu vois, on parlait du fait qu'il y avait Enfin, j'étais assez confiant sur la capacité que pouvait avoir OKC à bien défendre sur les extérieurs. Si Stephen Curry fait une grande série, tu peux rien faire. Oui. Tu peux rien faire. Tu peux juste applaudir. Tu fais bah, bravo. Comme Stephen Curry, depuis le trade de Jimmy Butler, il a récupéré 5 années de vie ou 5 années en termes de niveau. Peut-être pas 5 années, je suis méchant, mais il a récupéré genre 2 ans de niveau de jeu. Bah, ça m'inquiète un petit peu parce que Stephen Curry a mis des cartons face à OKC, hein, rien que cette saison. Le premier match que tu joues face à eux où Chet se blesse, il te met un carton dans le clutch, tu peux absolument rien faire. Le match que tu perds face à eux, le deuxième match que tu perds face à eux, donc le deuxième match que tu joues face à Curry où je suis en mai 52, première mi-temps il est immonde, deuxième mi-temps il plante tout dedans à 3 points, bah t'applaudis parce que tu peux rien faire. Enfin, c'est le genre de joueur où tu peux faire la meilleure défense du monde que tu veux sur lui. Tu peux juste applaudir parce qu'en termes de shotmaking, il est capable de te taper. Donc non, ça cumulé au fait que Jimmy Butler est largement capable de tourner à 17 lancers francs tentés par match parce qu'OKC fait un nombre de fautes assez colossal et qui peut te sortir potentiellement J-Dub défensivement parce que je pense que ce sera lui qui défendra sur Butler, peut te sortir J-Dub défensivement d'une série parce qu'il mord open fake, etc. etc. T'ajoutes à ça le fait que tu as Jonathan Kuminga qui visiblement là c'est plus ou moins un peu blessé cette nuit mais qui a déjà posé pas mal de problèmes à OKC offensivement depuis 2 ans, pour être très honnête. T'ajoutes à ça Draymond qui peut t'embêter Hartenstein ou alors qui peut du coup responsabiliser un peu plus Chet. Chet, on ne sait jamais offensivement ce qu'il va te donner en fonction du soir. Donc ouais, pour moi ça pourrait être compliqué. Je trouve pas que ça va être aussi chaud que les Warriors, mais je trouve que ça pourrait être compliqué. Pourquoi je trouve que ce serait pas aussi chaud que les Warriors? Déjà parce que j'ai un peu moins confiance sur leur profondeur de banc, sans manquer de respect aux Brandin Positsky, aux Guy Santos, aux Moses Moody, qui sont pas mauvais, hein, loin de là. Mais je trouve que c'est un peu moins effrayant dans ce qu'ils sont capables d'apporter que ce que peuvent apporter les role-players des Wolves. Et je trouve qu'ils sont beaucoup plus dépendants du rendement de Steph, du rendement de Jimmy Butler que les role-players des Wolves. Et surtout, l'incertitude au poste 5. Là aussi, Quitten Post, bon, c'est pas non plus extraordinaire. Kevin Looney me semble un peu perdu avec les nouveaux schémas offensifs de Steve Kerr. Ce que font beaucoup les Warriors, c'est qu'ils mettent du Draymond au poste 5. Mais si tu envoies une double line-up Hartenstein-Chet, je suis curieux de voir à quel point c'est tenable pour cette équipe des Warriors. Et on en vient au point que j'ai cité il y a 15 secondes, c'est que potentiellement sur une série face aux Warriors, le joueur le plus responsabilisé, ça pourrait être Chet. Et du coup, tu classes ton niveau de crainte des Warriors dans ton niveau de confiance par rapport à la capacité de Chet à dominer sur 2-3 matchs face à cette défense des Warriors où il aura toujours un joueur plus petit que lui et peut-être moins physique. Ouais, moi je les avais en A quand j'ai fait ma tier list il y a début de semaine. Et là je réfléchis. Bon, ils m'inquiètent toujours, mais est-ce que plus que les Wolves ou pas? Je pense que c'est kiff-kiff. Mais en fait, moi, ce qui m'inquiète, et vous l'avez un peu dit, c'est le plafond potentiel de cette équipe-là. Si Steph Curry retrouve un pic de forme, bah ouais, c'est bravo. Enfin voilà, tu tires à 10 mètres, tu t'en as mis 7. Ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, bravo. Et parce que, ouais, vous l'avez dit, Butler peut nous poser problème. Draymond peut être chiant. En fait, il y a de l'incertitude avec cette équipe que j'ai un peu moins avec les autres, où leur plafond me semble plus haut et que comme ils sont en place depuis moins longtemps sous cette configuration là, t'as plus. Enfin voilà, c'est ça qui est un peu inquiétant pour moi.
on n'a pas eu de confrontation avec eux sous ce format-là aussi. Enfin voilà. Donc c'est un peu cet inconnu qui me fait dire que c'est assez inquiétant en fait de les jouer et que du coup je les ai mis en A ou B, à voir comment on se met d'accord. Par contre je suis d'accord que oui, défensivement il y a des bons schémas et tout, mais ils ont quand même moins d'armes, ils ont moins de bancs, il y a moins de choses, mais offensivement je les vois beaucoup plus nous poser de problèmes que d'autres équipes. Potentiellement en tout cas, hein, voilà. Donc ouais, j'ai un peu de mal à me décider entre A et B. Je sais pas où vous voulez les mettre, mais j'ai un peu de mal à me décider. Tom les a en A, moi je les ai en B, donc il faut choisir. Mais je sais pas, moi enfin, je j'avoue que trouve ils ont moins d'armes, mais elles sont mieux utilisées, je trouve, que les Wolves. Enfin, le coach va mieux les utiliser, je pense. Et surtout, il y a le star power qui est pas négligeable en playoff aussi. Comme je disais pour les Wolves, c'est pour ça que je les avais en B, c'est qu'Anthony Edwards sera peut-être un peu esselé offensivement, potentiellement. Là où les Warriors, t'as Curry Butler, je doute pas trop de leur capacité à produire en playoff et à hausser leur niveau de jeu. enfin, les Warriors peuvent avoir 2 des 3 meilleurs joueurs de la série. Ouais. Assez large, genre avec un gros gap, même 3 des 4 meilleurs joueurs, parce que tu peux mettre Draymond qui peut avoir un impact défensif absolument dingue et au playmaking qui peut te poser plein de problèmes. Donc c'est le start palette, mais je trouve malgré tout que, en fait, à partir du moment où, et c'est un énorme si la machine Steph Curry s'enraye comme elle a pu s'enrayer depuis, enfin, en début de saison, c'est quand même pas la même équipe. Et je trouve qu'ils sont beaucoup moins dangereux que peuvent l'être les Wolves, par exemple. Je sais pas. Allez, C'est à moi de trancher, c'est faut ça. choisir. Est-ce que sinon je les mets en B, mais devant les Wolves? On fait comme ça, genre. Comme ça reste. On peut les mettre en B. Ouais, Hein. allez, j'écoute. Les Warriors, on va les mettre là. Tac, voilà, mais devant, entre guillemets. Hop, on n'a pas d'équipe en S ou A alors pour l'instant, à voir. Est-ce que double team chez ou pas? En B+. Non. Non. Ça correspond pas trop à leur schéma. Non, et puis tu vas quand même avoir, enfin, il va y avoir du relais. Il va y avoir Moses Moody, potentiellement Jimmy Butler, potentiellement Jonathan Kuminga. Bon, il n'y a plus Andrew Wiggins pour poser de problème défensivement. C'était un peu lui qui était la match-up attitré surché. Mais non, parce que ils l'ont pas fait. Même quand tu avais personne, là, le match où je fais mes 52 points, tu personne qui met un panier, ils le faisaient pas. Donc je les vois mal le faire. Ou alors vraiment séquencer enfin, ouais, vraiment séquencer sur des moments chauds, mais je le vois pas être leur principal plan de jeu défensif sur Chine. Ouais. Alors, je me pose des petites questions sur l'utilisation de Kuminga dans cette série. Enfin, parce qu'avec l'arrivée de Butler, tu vois, comment ils vont réussir à faire matcher ça défensivement, pas de souci, mais offensivement. Je sais pas trop. On se moque de nous dans le chat. Hein. On nous dit il y a encore un trauma avec les Warriors et c'est plus We Are Thunder, c'est We Are PTSD. Il n'y a pas de trauma avec les Warriors, c'est juste Stephen Curry est capable de. Enfin, il y a un trauma. C'est pas un trauma. Il y a un trauma français, il y a un trauma. Oui, c'est ça, il y a un trauma français, il y a un trauma. Non, même pas. Même pas, c'est juste le niveau de Stephen Curry. Là, vous regardez ce qu'il fait. Ce qu'il fait là depuis le retour de break, quand il a eu une semaine de repos, il enchaînait les matchs et les grosses performances. Donc non, c'est pas PTSD, c'est juste que cette équipe des Warriors, on va dire que t'as Curry, Jimmy Butler, quand il faut jouer une équipe historique en saison régulière ou quand il faut jouer un seed élevé, c'est pas celui qui est le moins bon. Donc attention, c'est pour ça. Attention. Ils sont dans le. Ok, on enchaîne. On prend déjà pas mal de temps sur ces équipes-là. Ensuite, ensuite du classement, les Clippers. Ah, la Shea série, on pourrait dire, le fameux. Harden, pareil. La Paul George, même s'il est plus là. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à les classer, les Clippers, honnêtement. Je trouve qu'ils ont des armes, notamment si Kawhi est en forme et joue bien, etc. Mais qu'à chaque fois, on arrive à s'en sortir contre eux, en fait, et je trouve qu'on est... Enfin, ils m'inquiètent beaucoup moins que les Warriors et les Wolves, par exemple. Mais il y a un monde où Kawhi est très fort et nous embête beaucoup, où leurs role-players mettent dedans de loin, et eux, potentiellement, vu les joueurs que c'est possible. Après Harden, j'ai du mal à me positionner parce que on a vraiment les joueurs pour le faire chier pendant... Enfin, s'il doit se taper je sais pas combien de matchs avec Lou Dort plus Cason Wallace, enfin, lui c'est typiquement le profil qu'on peut embêter beaucoup. Donc j'ai un peu de mal à les classer. J'ai du mal à les mettre au même niveau que les Wolves et les Warriors, donc je les aurais mis en C, moi. J'hésite, moi. J'hésite entre B et C. Parce que
En fait, tu les tapes 4-0 sur la saison régulière, tu vas quand même les taper chez eux, alors qu'ils en avaient gagné 7 de suite à domicile, sans sans J-Dub, sans Chet, sans Shea, ça aurait pu marcher aussi, parce qu'il est tellement immonde sur ce match-là que limite, il aurait mieux fait de ne pas jouer. Et tu les tapes quand même. Bon, après, tu les tapes dans le clutch, parce que Caruso fait un clutch de fou. Caruso est monstrueux. Voilà, Caruso extraordinaire dans le clutch. Voilà, tu le perds 2-2, ça revient au même. J'ai envie de dire, on ne tient pas forcément le même discours. Moi, je les mets en B. Je les mets en B malgré tout. Là, tu vois, s'il faut faire un choix, je les mets en B. Ça pourrait être compliqué. Vu leur dynamique, je serais pas surpris si c'est une finale de conf plus qu'un premier tour. Faut regarder le bracket, mais en 3-6, tu vois, s'ils jouent les Nuggets au premier tour, je veux juste vérifier un truc, tu vois, honnêtement. Je suis curieux de voir comment ça se passe au premier tour, sachant qu'en 2-7, ça peut être Houston ou Golden State. Tu vois, je suis pas surpris en fait. Si dans l'état dans lequel c'est fait, je dis pas qu'ils vont aller en finale de conf, hein, mais tu me dis le classement s'arrête maintenant. T'as OKC Clippers en finale de conf. Je regarde la dynamique des deux équipes. Enfin, je regarde la dynamique des Clippers. Je me dis, c'est pas déconnant. C'est pas ce sur quoi je mettrais une pièce, mais je me dis, c'est pas déconnant. Donc après, pour le reste, Leonard joue à un niveau là depuis 2 semaines qui est extraordinaire. Extraordinaire. Même le match face à OKC, il est très bon. Ouais, il loupe, il loupe le tir, il loupe les 2 tirs pour la gagne. Non, c'est Norman Powell quand on loupe pas. Oui, Norman Powell, rebond off et Kawhi qui loupe le tir de la gagne. En tout cas, le tir pour passer devant. Mais voilà, je trouve que c'est une équipe qui peut quand même te poser beaucoup de problèmes. Zubac, malgré tout, est capable de te dominer sur du rebond offensif, même avec la présence d'Isaiah Hartenstein. Défensivement, ils ont pléthore de joueurs que tu peux mettre sur Shea. Ils ont du matos, Ouais, ils ont énormément de matos. Derrick Jones Jr., on l'a vu sur la série face aux Mavs l'an dernier. Ils l'ont remis là cette année, il peut faire beaucoup de choses. Chris Dunn joue à un niveau extraordinaire. Tu vois, c'est le seul joueur qui est plus petit que Shea, qui peut m'inquiéter quasiment défensivement de toute la NBA. On va être très honnête. Il fait un taf qui est très très bon. Il va être all defensive, je pense, Chris Dunn cette année. Il est extraordinaire défensivement. Bon, voilà. Après, sur le match face aux Clippers où Shea tire à 7 sur 29. On va dire qu'il y a beaucoup de contacts, il y a beaucoup de trucs qui potentiellement auraient pu être sifflés, qui ne sont pas sifflés. Enfin, toujours est-il que c'est une équipe qui défend très physique sur Shea et ça peut potentiellement l'embêter. Donc ouais, pour moi, ça pourrait être compliqué. Pourquoi je ne les mets pas plus haut? Parce que le niveau de James Harden en playoff est toujours quelque chose qui me laisse pessimiste, on va dire, quand il faut parler d'une équipe où il y a James Harden. Donc voilà, et au-delà de ça, la santé. Dire. Parce que Kawhi Leonard est très bon, mais on sait que c'est une équipe qui reste difficilement en santé. Et potentiellement, si tu viens les jouer en finale de conf, ça veut dire que tu as eu 4 semaines de Clippers en pleine santé, de Clippers qui déroulent. Peut-être qu'il y a un moment où ça va les rattraper. Donc pour moi, ça pourrait être compliqué parce que je pense que tu es meilleur. Je trouve que les Clippers, c'est un peu une équipe qui. C'est OKC en moins bien, si je devais être très honnête. C'est un peu OKC en moins bien. Mais si vous regardez sur le mois de mars, par exemple, ils tirent à 42% à 3 points, comme OKC d'ailleurs, c'est les 2 premiers en NBA. Et ils tirent à 50% dans les corners. Quand tu vois qu'OKC, les corners wide open, ça peut t'inquiéter un petit peu. Mais je trouve que c'est une version un peu moins forte d'OKC. Mais si Kawhi Leonard joue à un niveau qui est le sien depuis 2 semaines, ça peut être une équipe qui peut être au niveau d'OKC, je trouve. Moi, c'est pour ça que je les ai mis en A. Les Clippers. Je les ai mis avec les Warriors. J'étais entre A et B aussi. Mais ouais, non, ils ont déjà une forme. Ils sont 8-2 sur les 10 derniers matchs. Ils sont bouillons en ce moment, les Clippers. Comme tu l'as dit, Constant, Kawhi, il revient à un niveau qui est quand même très très bon. Et il a déjà eu sa période de longue blessure. Donc, est-ce qu'il va l'avoir en playoff? Est-ce que c'est enfin, après 60 ans d'attente, l'année où Kawhi va pouvoir jouer en playoff toute une campagne? Depuis la bulle, ça n'est déjà jamais arrivé. Ouais, ça commence à remonter. Et dans la bulle, il l'avait choqué. Mais ouais, non, s'ils ont Kawhi en playoff, c'est toujours pareil. Parce que oui, s'ils n'ont pas Kawhi, évidemment, je les mets en B ou C. Parce que c'est très, très probablement parce que, vous l'avez dit, James Harden en playoff, son niveau baisse. OKC a Luguensdorf pour défendre James Harden. Et Harden, je pense, déteste affronter Luguensdorf parce qu'à chaque fois, c'est un enfer. Mais après, les fans des Clippers vont encore l'accuser d'être dirty. Donc, ouais, c'est clair. Ouais, ce qui n'est pas complètement faux, mais c'est pas le débat. Je suis pas. Bon, bref, oui, c'est pas le débat. Il est pas on en parlera au bilan de la saison. On en parlera à la fin de la saison de ça. C'est toujours lui qui est fourré dans les mauvais coups, quoi. Bref. Oui, il est au mauvais endroit au mauvais moment. C'est ballot. Ça arrive, il a pas de chance. Mais ouais, c'est pas du niveau. Enfin, Kawhi lui-même peut en témoigner avec Zaza Pachulia. C'était qui avait essayé de lui casser le bras? C'était Kelly Olynyk? Non, c'est Kevin Love, ça. Kelly Olynyk essaye de. Joe Ingles.
Joe Ingles et Kawhi. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Voilà, on a cité des noms qui sont pas les mecs les plus clean sur les parquets non plus. Mais ouais, non, ils ont une très bonne forme. Alors certes, on les a sweepés, c'est vrai. C'est pour ça que j'hésitais à les mettre plus bas, c'est qu'OKC arrive à négocier ce match-up, mais c'est souvent des matchs quand même serrés. Et ils ont le star power, ils ont la profondeur de banc des deux côtés du terrain. C'est ça pour moi aussi qui fait la différence, c'est que tu vois, même un Bogdanovic, par exemple, qu'ils ont récupéré à la deadline, c'est un mec qui peut apporter, en Qui a plus pas d'un été Norman bon du tout le Powell, et dernier match, défensivement. d'ailleurs, et qui Ouais, aurait pu faire. c'est vrai que contenu, Ouais. il a pas été top. Mais tu vois, potentiellement, c'est un mec qui peut te foutre 20 points en sortie de banc en playoff. Donc, Et puis quand ils vont mettre Ben Simmons pour défendre sur Shea aussi. Ouais, ouais, c'est Ben vrai. Simmons. C'est vrai qu'ils ont Ben Simmons aussi, mais tu vois, même, enfin, voilà, défensivement, ils ont plein d'armes différentes. Simmons, vous en avez parlé, Chris Dunn, la saison qui fait, elle est démentielle, Derrick Jones Très très Jr. fort. Même un Amir Koffey, c'est un bon défenseur collectif. Enfin, voilà, c'est. Voire même Nicolas Batum, hein, qui est capable aussi de contribuer encore. C'est une équipe qui est très chiante à jouer, je pense, en playoff. Et c'est pour ça que je l'ai mis en A. C'est que c'est au-delà même de la match-up face à OKC. C'est une équipe qui peut surprendre et qui peut aller loin en playoff dans le bordel que c'est à l'ouest hors OKC. Où entre 2 et 11, tout le monde peut s'échanger les places. Et techniquement, je crois que même les Rockets, ils pourraient être au play-in. Techniquement, bon, normalement, ils vont être en playoff direct. Mais mathématiquement, ils ne sont pas encore qualifiés alors qu'on est à 8 ou 9 matchs de la fin. Donc c'est un vrai bazar. Mais voilà, les Clippers sont leur épingle à jouer là-dessus et je pense que c'est une équipe très relou, donc ouais, je les mettrai en A. Du coup, je les ai mis en B. Enfin, quand on prend la moyenne de tous les trois, je les ai mis en B. Ouais. Du coup. Mais il faut les mettre en B premier. En B premier. Faut les Allez, mettre go. avant, tu vois. Ouais, B premier pour moi. Ouais, Ouais, après, non, moi, je je suis d'accord avec vous, hein, même si je suis un peu moins. J'ai un peu moins peur, je suis d'accord que leur version ultime eux aussi peut être assez inquiétante, hein. Et effectivement, eux, ils ont du matos à envoyer, ils ont des potentiels stars qui peuvent porter l'équipe, enfin, il y a des ingrédients, hein, honnêtement. Après, on l'avait dit dès le début de saison, cette équipe-là, elle était potentiellement bien construite si les gars étaient en santé. C'était toujours la question, hein. On est dans de l'hyper hypothétique, mais leur version plafond, Ouais, c'est une équipe qui trame. Je dis pas une équipe championne, mais c'est une équipe qui qui peut trame. aller loin, ouais, Leur, je suis d'accord. leur Après, version plafond, c'est une équipe qui C'est trame. vrai que quand tu m'as c'est ce qu'on dit, dit depuis 5 ans. ouais, quand tu me dis au premier tour, Ouais, mais là, au premier tour, ils jouent les là au Rockets, moins ils passent, Kawhi est hein. en santé, Ouais, quoi. franchement, tu te dis, ils peuvent passer un ou deux tours facile, hein. Après, bon, faut respecter les Rockets. Mais c'est Non. vrai que sur le Ouais. papier, bon, Est-ce qu'il te rappe chez? zéro. Aucune Ouais, chance. je suis d'accord. Derrick Jones Écoute, Jr., Chris Dunn, bougez-vous. Allez hop. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Bon, passons au suivant. Une équipe dans le doute en ce moment, j'ai envie de dire. Les Memphis Grizzlies, c'est pas la meilleure période pour eux. Qui chutent au classement, qui sont séparés de leur coach cette semaine. Honnêtement, je trouve. Alors, globalement, je trouve qu'il n'y a pas grand monde qui les considère dans des séries de playoffs. Enfin, comme un potentiel outsider, contender, ce que vous voulez. Et je suis plutôt de cet avis. Où, encore une fois, on a eu l'exemple il n'y a pas si longtemps que ça en jouant contre eux. Mais j'ai pas vraiment peur de cette équipe-là. Je sais pas toi, Constant, mais moi, j'ai pas trop peur. D. On est serein. Ah ouais, carrément. On est serein, hein. Les Grizzlies, déjà, quand on avait fait le Power Ranking à Dunkebdo, je les avais déjà démontés. Et c'était à l'époque où ils avaient toujours leur coach. Regardez les 4 matchs, oui, c'est ça, tu joues 4 matchs face aux Grizzlies, tu les déglingues à chaque Mm. fois. Tu joues même pas un clutch contre eux, tu les démolis à chaque fois. Donc, non, je trouve que c'est une équipe qui, même avec un changement de coach, en fait, Desmond Bane, Ja Morant, bah, ça va pas marcher face aux défenseurs que tu peux avoir. Hein, que ce soit Lou Dort, que ce soit Caruso, Kayson Wallace, tout le monde a fait un très bon taf, que ce soit sur Desmond Bane Mm. ou que ce soit sur Ja Morant sur les 4 matchs que tu as joué face à eux. Même si Ja n'a pas joué tous les matchs. Jaren Jackson Jr., bon, il va faire ses stats. Le dernier match, il avait très bien joué, mais voilà, si tu que Jaren Jackson Jr. et que derrière, il n'y a pas grand-chose, non, ça va pas forcément fonctionner. Zakidi est une problématique de match-up terrible pour eux parce que défensivement, il va se faire ouvrir. Ils peuvent plus trop jouer petit parce que Brandon Clark s'est blessé jusqu'à la Ouais. fin de saison, donc ils ont plus vraiment d'alternative pour passer en small ball, en small ball avec Jaren Jackson au poste 5, tout en mettant une espèce d'intérieur un petit peu vertical avec Brandon Clark. Les role players en playoff, moi, m'inquiètent pas spécialement, hein, que ce soit Scottie Pippen, même s'il a fait un bon Mm. match face à OKC, que ce soit Luke Kennard, voilà, je trouve que ceux ou les Vince Williams Jr., enfin, c'est pas des joueurs qui m'inquiètent en playoff, donc non, pour moi, je suis serein. Honnêtement, je suis serein. Je dis pas qu'OKC va remporter la série 4-0, mais si tu joues une série face aux Grizzlies, honnêtement, pour moi, tu as 90% de chances que le Thunder le remporte parce que tu fais tout mieux qu'eux, je Ouais, trouve. Tu fais tout c'est mieux qu'eux. ça. En fait, tu fais
C'est pas la même chose, mais oui, t'es meilleur que partout. Ils sont bons à peu près partout, mais t'es meilleur partout. Donc, ouais. Ouais, bah, D. Et moi, je le dis, si on les joue en playoff, c'est 4-0. Non, peut-être pas. Ah, si. Parce que Memphis, avant même que ça soit la crise, là, qu'ils aient Brandon Clark blessé, qui est quand même une blessure importante pour le coup, qu'ils aient viré Tyler Jenkins, tout ça. Quand je commençais à me projeter sur les playoffs, que je voyais le tableau à l'époque où ils étaient deuxième, là, 2-3e avec Houston qu'ils alternaient là, je me disais, une équipe qui a l'avantage du terrain à l'ouest et qui fait sortir au premier tour, Memphis, ils ont quand même sacrément la gueule de l'emploi. Parce que c'est une équipe qui a une très bonne profondeur d'effectifs pour de la régulière. Mais alors, je sais pas combien de joueurs de cette équipe peuvent jouer en playoff, pour le coup. T'as Moran Bain Jackson Jr., t'avais Clark, mais il est blessé. T'as qui? T'as Aldama, il peut produire offensivement. Aldama, ouais, aussi, ouais. Jalen Wells, c'est pas mal, le rookie, à voir ce qu'il peut faire des deux côtés du terrain. Il peut être pertinent. Mais qui est titulaire aussi. Ouais, voilà, qui est titulaire, mais qui match plutôt bien et qui est intéressant, tu vois, comme joueur. Et Scottie Pippen Jr., parce que c'est un bon joueur de basket, mais il est un peu petit, tu vois, il va peut-être se faire exploiter là-dessus, notamment en playoff. Mais ouais, comme vous l'avez dit, Luke Kennard, tu vois, parce que Zach Edey va être ciblé défensivement, mais alors Luke Kennard, ne vous inquiétez pas, faut attaquer sur lui. Hein. Ça va chercher le switch tout le temps. Vince Williams, J.J. Jackson, des mecs comme ça, c'est pas des mecs. Ouais, ils jouent même plus. Non, ouais. Voilà, mais c'est pas des mecs. Jay Huff, tu vois, qui est. J'avoue, à chaque fois que je joue un match de Memphis, Jay Huff est bon. Bastien, c'est qui met des tirs de loin, voilà. Il est efficace. Mais ouais, tu vois, il protège un peu le cercle. Ouais, mais en playoff, c'est quand même très léger. Ah, c'est très léger, c'est très léger. Ouais, non, j'ai absolument pas peur de Memphis. En plus, la dynamique est catastrophique. Les match-up, comme vous l'avez dit, Desmond Bain, il shoot à 1 sur 12 au dernier match. Ja Morant, il avait été très bien défendu par Dante Kayson. Enfin, voilà, la match-up est très bonne pour OKC. La dynamique de Memphis est très mauvaise. Et en plus, leur effectif n'est pas, je trouve, calibré pour jouer des campagnes de playoff. Donc, ouais, je suis très serein. Depuis que Ja, c'est plus vraiment le joueur qu'il était avant les déboires, moi, il m'inquiète même pas du tout. Il te fait même plus peur. Depuis le départ de Dillon Brooks. Ouais, non, mais en vrai, Dillon Brooks leur apportait vraiment. Mais déjà, les matchs contre eux, soit tu passes sous les écrans, tu le laisses tirer, soit tu veux mettre un peu de pression et tout, tu le vis, vas-y, on t'attend sous le cercle, vas-y, rentre dans les gars. Enfin, tu vois, c'est. Et il accepte de prendre les 3 points en plus. C'est ça qui m'inquiète plus pour lui. C'est que avant, tu lui laissais 2 mètres, il s'en fout, il rentre dedans. Ouais, maintenant, c'est un peu plus c'était plus viable. Mais même pas surpris, vu l'évolution du calendrier et la dynamique des équipes, si Memphis se retrouve au play. Parce que Memphis, d'ici la fin de saison, ils vont jouer Boston, Golden State, Détroit, Minnesota, Denver et Dallas. Donc ça peut aller vite. Hein. Ça peut aller très vite. Hein. Ils ont que 2 wins de plus et donc 2 défaites de moins que les Wolves 8e. Ils n'ont pas de marge en plus. Donc ils seront en D. Je les avais potentiellement C bas, mais bon, c'est du D. C'est du D pour aujourd'hui. Sachant qu'ils ont le tiebreaker sur Minnesota quand même, okay. Je le dis. Okay. Est-ce qu'ils trappent chez? Non. Ouais, 2,5, 3. Ça dépend des moments. Ils ont pas de tellement dur de lire chez ma défense. Ouais. Défensivement, c'est tellement dur de lire ce qui est capable. Et là, ils ont changé de coach. C'est une bonne attaque. Hein, là, ça change de coach, ça peut changer. Ouais. Donc, ok. Non, mais ils n'ont pas de top défenseur à mettre sur chez. Donc, Jalen Wells en ISO tout un match sur chez. C'est pas lui rendre service, quoi. Ouais, après ils peuvent faire le mur comme ils ont fait aussi sur le match d'avant. Hein. Après, match d'avant, ils défendent plutôt bien sur Shea et pourtant Shea, pour le coup, les démonte un peu avec du shotmaking. Hein. Pourtant, c'est de l'individuel. Mais ils n'avaient pas si mal défendu que ça. Ok. Bon, passons aux Lakers. Ah, là je sens qu'on va rigoler aussi. Je vais commencer parce que pour moi, je les ai mis en pire tirage. Je les ai mis en S. Pourquoi ? Parce qu'il y a Luka Doncic et LeBron James dans une série de playoffs. Enfin, honnêtement, hein, c'est triste à dire, mais en gros, potentiellement, même avec toutes nos armes défensives, eux, ils ont un plafond offensif qui me fait assez peur, en fait. Parce que sur demi-terrain, ils auront toujours des solutions potentiellement, ils peuvent toujours trouver quelque chose à faire, etc. T'as potentiellement du tir. Austin Reeves fait une partie de saison honnêtement monstrueuse, franchement, qui ajoute beaucoup de choses. Lucas semble quand même un peu plus en forme et un peu plus Ça dépend des matchs. Ouais. Mais tu sens qu'à un moment, il peut... En playoff, il sera ouais, je pense qu'il sera déter en playoff. LeBron, voilà, ça sera sûrement un de ses derniers runs, même si là, il revient de blessure, etc. Bon, voilà. En fait, c'est ça qui me fait peur. C'est pas tant leur construction d'équipe, leur profondeur. Défensivement, je pense qu'ils vont être en grande difficulté contre nous, potentiellement, même s'il y avait des choses pas trop mal. Vous en aviez parlé, notamment d'un Kevdo Constant, qui était assez surprenante, mais
dans la construction, tu as quand même des doutes sur comment ils vont réussir à défendre le cerf, enfin comment ils vont réussir à nous défendre. Mais moi, ce qui me fait peur, et on l'a déjà dit pour d'autres équipes, c'est le plafond offensif, quoi. Alors oui, on a déjà envoyé sur Luka, on a sur LeBron, Austin Reeves, mais ça fait peur. En fait, je les mets là juste pour ça. Hein. Tom, tu veux y aller Ouais, je veux bien. Moi, je les ai en B. Ok. Ah ouais. En B. J'ai beaucoup hésité à les mettre en A pour les raisons que tu as évoquées, Pierre. C'est que oui, ils ont 3 créateurs capables en playoff. Et ça, c'est quand même très important. Dont 2 qui sont élites. Hein. C'est pas juste ils sont bons en playoff. Quoi. Luka et LeBron, bon, même LeBron 40 ans, c'est très pertinent. Mais, et en plus, ils sont sur une bonne dynamique. 13-9, ça se passe pas trop mal depuis le All-Star Break. Ils gagnent quasiment 60. Ils paument des matchs. Ouais. Ils paument des matchs à la con. C'est vrai que contre les Nets, par exemple, les Bulls. Contre les Bulls aussi. Mais les Bulls, c'est improbable. Jamais, en playoff, jamais il le perd parce qu'en playoff, LeBron il fait attention sur la mise en jeu. Il donne pas la balle dans les mains de Guidi. Quel tir de Guidi, quand même, magnifique. Mais ouais, globalement, c'est une équipe qui tape les gros. Ils sont quasiment à 60% de win sur les équipes à plus de 50%. Donc c'est une équipe qui sait taper des équipes niveau playoff. Moi, ce qui me fait douter côté Lakers, alors au-delà du fait que déjà on a des joueurs à leur mettre à Luka et LeBron, je pense que pour les Lakers, ça serait l'enfer de jouer au OKC. Déjà parce que c'est OKC, mais aussi parce que le personnel, par rapport au jeu qu'ils produisent, les trois porteurs de balles des Lakers, tu peux leur mettre des joueurs dessus. Et ça peut bien les emmerder pour développer du jeu offensif. Et surtout, moi, ce qui me fait dire que les Lakers sont... Je les crains moins en tout cas que les Warriors ou les Clippers, c'est que l'effectif n'est pas construit de manière optimale. Et au poste de pivot, tu as un vide intersidéral. Le titulaire, c'est Jackson Hayes, hein, quand même. Faut se rendre compte de ça. Alors certes, Luka LeBron, il te valorise des pivots, tu peux essayer de jouer avec du Rui Hachimura en 5, des trucs comme ça. Ah là, ils font small ball. Il faut faire small ball. Hein, ouais, mais face à OKC, jouer small ball alors qu'OKC peut foutre Chet et Hartenstein, franchement, je serais pas. Je pense qu'avec notre line-up à 2 grands, on peut les démonter dans la raquette. Et c'est pas Lex Len qui va. Aussi, ouais, mais je trouve que s'ils te mettent allez, Reeves, Luka, LeBron, Finney-Smith et Hachimura, Vanderbilt ou un truc comme ça, c'est physique. Ouais. Mais ça défend pas si bien que ça. Luka, ça dépend du niveau défensif de LeBron James. Je suis d'accord. C'est le même LeBron. Même Rui Hachimura, c'est pas un défenseur non plus. Il est capable. Il est capable, mais bon, c'est pas. Il y a des moments où il est capable. C'est Rui Hachimura, c'est le théorème Rui Hachimura. Tu sais jamais quel Rui Hachimura tu vas avoir en fonction des soirées. Mais c'est défensivement. Est-ce que tu as Est-ce que LeBron James est capable de garder le niveau défensif qu'il a eu avant sa blessure, c'est-à-dire qu'il nous a envoyé 3 semaines d'un niveau all defensive, et quand tu as un LeBron James au niveau all defensive, il te fait des Lakers une très bonne défense. Moi j'hésite, très honnêtement, j'hésite. Je pense que je les mets en A. Ça va être chaud. J'accepte. Parce que j'hésitais avec le S, hein. J'hésitais pas avec le. Je les mets en ça va être chaud parce que c'est ce que j'ai dit. Si tu as la taille des Lakers, alors face à Memphis, cette nuit, il paraissait tout petit, ce qui est quand même assez paradoxal. Mais Luka Doncic peut te poser énormément de problèmes. En fait, ça dépend du Luka Doncic aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur le niveau de jeu des role-players des Lakers. C'est-à-dire que Luka Doncic, il a beaucoup de matchs où il met pas dedans à 3 points. Donc potentiellement, ça peut favoriser le Thunder. Et LeBron James, depuis qu'il revient de blessure, c'est quand même pas fameux offensivement non plus. Mais avant, c'était extrêmement fort. Donc ouais, moi j'ai beaucoup d'incertitudes sur ces Lakers. C'est pour ça que je les mets A. Parce que bon, j'ai encore trop d'incertitudes sur cette équipe, sur la construction de ce roster. Effectivement, s'il passe petit avec Jared Vanderbilt au poste 5, comment ça se passe défensivement. Enfin voilà, j'ai pas mal d'incertitudes, mais c'est une équipe que je crains. Déjà pour la simple et bonne raison que c'est les Lakers et que les lancers France, ça va être quelque chose. Déjà. Donc ouais, pour moi c'est une équipe où ça peut être une match-up difficile. C'est difficile là aussi de juger un petit peu les Lakers vis-à-vis des stats parce que c'est une équipe qui a complètement été remodelée à partir de la trade deadline. Mais tu as des points sur lesquels tu peux les embêter. Défensivement, tu peux tu peux cibler Luka Doncic comme l'ont fait les Pacers, notamment avec Ali Burton sur la fin de match entre les Pacers et les Lakers, où il a 7 points de suite parce qu'il cible Luka Doncic à chaque fois. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je pense que c'est une équipe que je crains, c'est Lakers.
que je crains peut-être de manière irrationnelle sur certains aspects, mais quand tu as LeBron James, Luka Doncic et Austin Reeves qui jouent à un niveau offensif de quasi All-Star, c'est peut-être une équipe où offensivement, à l'Ouest, tu vois, c'est un peu le théorème qu'on avait, je me rappelle, avec les Clippers l'an dernier, à un degré bien moindre, mais qu'on avait avec les Clippers l'an dernier, où on disait, ok, si tu défends Kawhi et James Harden, bah, ton troisième meilleur défenseur, il doit quand même défendre sur Paul George. Et là, tu as des défenseurs qui sont exceptionnels du côté d'OKC, tu peux faire limite un 5 majeur avec des mecs que dans des all defensive teams. T'enlèves Shea et du coup, tu ajoutes Caruso et avec Hartenstein, Stedt, J-Dub et Lou Dort, tu as un starting five que de all defensive. Mais malgré tout, si ton troisième meilleur défenseur il doit défendre sur Austin Reeves, c'est quand même plus embêtant que sur toutes les équipes qu'on a citées jusqu'ici. Donc, ouais, pour moi, il y a une part d'irrationnel et quand même le fait que Luka Doncic et LeBron James peuvent te take over une série et juste, même avec la meilleure défense, Luka Doncic peut être trop bon au playmaking, peut être trop bon au shotmaking et ça peut se compliquer. Puis en plus, LeBron James, je sais pas s'il peut take over une série. Il peut take over des cartons. Et qui te fait basculer des cartons potentiellement. Du coup, faut basculer des séries. Pour moi, c'est pour ça que je les mets en B. Ils peuvent être, si LeBron garde son niveau l'an prochain, ils peuvent être très très chiants l'an prochain en ayant ajusté un peu leur effectif pendant l'été. Là, je trouve que la construction d'effectifs, tu vois, je regarde un peu leur rotation, ça me paraît un peu juste encore. Genre LeBron, Luka, Hachimura, Finney-Smith, Reeves, très bien. Et après, Vanderbilt, Gabe Vincent, Dalton Connect, Jackson Hayes, ce serait ça les 4 mecs pour une rotation à 9. C'est un peu léger, je trouve. Et surtout que OKC, tu vois, tu disais le fait que ton troisième meilleur défenseur doit défendre quand même Austin Reeves. Le truc, c'est qu'OKC, ils peuvent faire ça. C'est quand même plus chiant pour les autres équipes. Oui, c'est relou, je suis d'accord. Mais t'as le matos. Dort, il va sur Luka et J-Dub sur LeBron, par exemple. Tu peux foutre un 5 avec Kayson Wallace et tu joues pas avec tes deux grands. Et Kayson Wallace, si t'es Austin Reeves, moi, ça me va très bien pour le coup. Ouais, mais il y a un truc que je crains aussi, et là pour le coup, c'est plus côté OKC, c'est la capacité de Mark Daigneault à s'entêter à faire des double teams sur un pick and roll avec Luka Doncic. Qui du coup laisse Dorian Finney-Smith tirer dans un corner. Je sais pas si tu pourras le faire avec Reeves et LeBron à côté. On verra. Je sais pas. Tu vois, je me pose la question. Donc, du fait que cette incertitude existe, pour moi, ils sont au-dessus des équipes qu'on a citées. C'est pour ça que je les avais en S. Et c'est leur plafond offensif. Et pour moi, ils peuvent pas. Ouais, offensivement. Mais après, pour moi, ils peuvent pas défendre Shea. Enfin, tu vois, j'essaie de voir des défenseurs qui peuvent lui mettre. Collectivement, ils peuvent essayer. Finney-Smith, c'est un bon défenseur, par exemple. Vanderbilt a fait du bon taf déjà dans le passé sur Shea. Ils peuvent même envoyer Hachimura. Est-ce qu'il va beaucoup jouer, tu vois, mais par rapport à des match-ups genre les Wolves, Jaden McDaniel, c'est tous les autres derrière, même les Clippers, c'est Chris Dunn et les Warriors, Kuminga potentiellement, tu vois, même Kuminga, je le mettrais devant un Finney-Smith ou un Vanderbilt potentiellement. Donc, mais pas avec le même plafond offensif. Mais oui, offensivement, par contre, je suis d'accord que c'est une match-up relou, mais pour moi, on peut les outscorer et comme je disais, c'est vraiment le fait que le trade de Luka est arrivé en cours de saison. Donc c'était pas prévu, ils ont pas ajusté l'effectif pour bien l'entourer. L'an prochain, je dis pas. L'annulation du trade de Mark Williams aussi. Aussi, et c'est vrai que Mark Williams, ça leur a fait beaucoup de bien, si tant est qu'il puisse jouer au basket. Après, c'est plus ou moins que c'est eux qui ont voulu faire capoter, qu'on fait capoter le trade en disant on envoie peut-être un peu trop d'assets pour Mark Williams en fait. Ouais, moi je les avais en pire tirage juste pour le plafond offensif, ce que vous avez dit. Hein. Il y a trop d'options, il y a trop de trucs. Ils peuvent tous te jouer des post-up en plus. Enfin, LeBron peut passer sa série à jouer des post-up et ressortir pour Luka. Enfin, il y a pas mal de trucs que met en place le coach podcaster qui sont intéressants quand même. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit qu'il était intéressant. En vrai, il a fait des bonnes choses cette année. Hein. C'est le coach podcaster. Je le troll un peu, mais il a apporté des choses. Il a prouvé un petit peu, hein, honnêtement. Double team de Shea, pas ouf, non? 1,5, 2. Je suis pas sûr parce que quand t'as Luka et LeBron derrière, je suis pas. D'ailleurs, on n'a même pas parlé, mais ça se trouve, s'ils jouent à ce niveau-là, ils envoient LeBron défendre sur Shea. Ce serait marrant. Et tu vois, LeBron sur Shea, je sais pas, même si LeBron James est irréel, à 40 piges, s'il doit se taper Shea en défense et produire en attaque, ça fait beaucoup. Hein. Parce que sur les dernières années en playoff, la production de LeBron, pour moi, c'est pas du niveau. La baisse n'est pas aussi flagrante que pour Kevin Durant en playoff, par exemple. Où vraiment, Kevin Durant, depuis quelques années, c'est récurrent le fait que sa production en playoff baisse par rapport à la régulière. LeBron, c'est un peu moins le cas, mais il a plus le truc de je hausse mon niveau en playoff. Tu vois. Ça reste un très bon niveau.
mais il a plus la capacité à step up encore plus en playoff. Donc je sais pas si le foutre en défense sur Shea, ça sera un cadeau, quoi. Bon, équipe suivante, du coup les Denver Nuggets. J'imagine qu'ils sont assez hauts pour vous, parce que vous n'avez pas dit votre pire tirage si je me trompe pas. Si. Peut-être les Non. Rockets. Hein. Ouais. Constant, ils sont pas hauts, toi? Non, moi j'aurais voulu faire le troll du coup, puisque potentiellement on parle des équipes de l'Est, de garder le S pour une Oui, équipe bien de sûr. l'Est. Mais bon, ouais, Orlando je les Magic, mets ouais. si on parle de la conférence Ouest, pour moi je les mets en Ouest. Ça se battait avec Toi les aussi, Lakers. Tom, toi aussi, Ça du se com, battait c'est avec les le Lakers. pire. Ouais, Moi, j'avais les Lakers devant, mais ils étaient ouais. juste en dessous. S. En A. Nicolas Oui, voilà. Jokic. Point. On peut Ouais. arrêter le. Moi, ils se Nicolas- battaient, pour vous dire, ils se battaient avec personne. Moi. Je les avais en S, je les ai mis direct et parce que, comme l'a dit Constant, Nikola Ouais. Jokic. Bon, il y a d'autres raisons. Ah, il n'y a pas Mais que déjà, Nikola Nicolas Jokic. Jokic, mais il y a des trucs qui m'inquiètent. Il y a des trucs qui m'inquiètent. En fait, c'est compliqué parce que en début de saison, on fait cette tier list en début de saison. Je suis plus confiant parce que OKC était sur une période où tu arrivais vraiment bien à jouer les Nuggets. Regardez à l'Opening Night, ils se font démolir. Le match que tu perds face à eux, qui est ta première défaite de la saison, tu le perds parce que Ross te met 25 points, mais en première mi-temps, tu arrives Mm. complètement à stopper leur plan de jeu. Et je trouve que sur les deux matchs là que tu joues, là, le back-to-back, tu as eu vraiment beaucoup de Ouais. difficultés à les arrêter. Et au-delà de Nikola Jokic, je trouve que Aaron Gordon te pose une problématique défensive. En tout cas, oui, défensive, parce que il est capable de faire plein de trucs. Il est moins axé scoring cette saison que ce qu'il a pu être par le passé. Il est plus dans le playmaking, mais sa taille peut quand même te poser des problèmes. Jamal Murray, là aussi, on est sur une incertitude, mais Jamal Murray, sur les soirs où Jamal Murray met dedans, notamment le match que tu perds, hein, le deuxième match que tu perds face aux Nuggets où tu te prends une raclée offensive, personne ne peut le Mm. stopper. Hein. C'est pareil, hein, Lou Dort, Caruso, Kayson Wallace, tout le monde s'était mis dessus. Personne n'avait réussi à l'arrêter à partir du moment où il y avait le jeu à deux avec Nikola Jokic. Donc, ouais, ça m'inquiète. En fait, je trouve que c'est la troisième meilleure attaque de NBA cette saison. À quel point ils sont capables de faire plier la défense du Thunder tout en étant capables de tenir un minimum défensivement. J'avoue que cette équipe des Nuggets m'inquiète. Déjà, bah, parce que tu n'as pas le meilleur joueur de la série. Hein, on peut me dire ce qu'on veut, mais c'est la seule série limite de toute la. Si tu prends les 29 équipes NBA, c'est limite la seule série où tu n'as pas le meilleur joueur de la série, en tout cas en théorie. Et ouais, j'avoue que cette escouade de Jamal Murray, Russell Westbrook, qui à chaque fois qu'il joue face à chez Gideus Alexander, soit il vise le genou, soit il joue un peu physique avec lui. Enfin voilà, ouais. Non, mais il joue très physique en tout cas défensivement à chaque fois qu'il faut défendre sur chez, ce qui n'est pas le cas quand il joue d'autres équipes. Mais voilà, je trouve que c'est une équipe qui moi, m'inquiète. Enfin, c'est pas qu'elle m'inquiète, mais le plafond de cette équipe offensif de cette équipe n'est plus à débattre, n'est plus à prouver. Et défensivement, je me demande en fait s'ils ont malgré tout pas des armes qui peuvent poser des soucis à OKC. Moi, je les avais pas en S, moi, parce que, bah, tu l'as dit, ils sont très dépendants de leur role-player. Alors, on l'aurait fait il y a quelques temps, j'étais encore moins confiant sur leur role-player, mais là, c'est vrai qu'un Jamal Murray, j'ai l'impression qu'il monte tranquillement en Il puissance. revient bien. Il y a eu des grosses perfs, il y a eu pas Ouais. mal de choses et tout. Westbrook, ça confirme là sa bonne saison par rapport à avant. Enfin voilà. Il y a Christian Brown qui confirme aussi ses progrès. Enfin voilà, il y a du matériel et tout. Alors, je pense pas que ça shootera aussi bien que l'autre fois contre OKC, là où même Peyton Watson mettait tout. Enfin, bon, c'était infernal. Mais je les trouve très dépendants des role-players qui, pour le coup, répondent plutôt bien. Donc, ce qu'ils font, qui sont assez inquiétants. Il y a bien sûr Jokic. Tu pourras pas faire grand-chose. Voilà, tu vas le laisser faire ses trucs. Mais ouais, ils sont assez inquiétants dans leur plafond offensif potentiellement si tout clique. Après, défensivement, ouais, je les trouve pas. Ouais. Avec Aaron Gordon, c'est sûr que c'est une autre chose parce qu'on l'a peu vu en fait sur le back-to-back là, Aaron Gordon. Mais je trouve que c'est pas eux qui ont le plus de matos, mais c'est vrai qu'ils ont cet aspect envie, peut-être vice, comme tu l'as dit un peu, qui peut arriver. Bon, je sais pas, est-ce que tu arrives vraiment à exploiter potentiellement la relative faiblesse de Jokic en playoff où il arrive toujours bien à se cacher, etc. Ouais, c'est assez compliqué. Après, je sais pas si c'est beaucoup arrivé ça sur les passages dans le back-to-back, mais leur banc, quand Jokic n'est pas sur le terrain, pour le coup, tu dois les défoncer. Sauf si Murray est en feu. Bah, tu les défonces c'est pas ça, tant voilà, que ça sur les deux matchs. Je disais que je suis pas sûr que ce soit arrivé. C'est le moment où tu dois les défoncer et c'est pas arrivé tant que ça parce que ben il y avait des joueurs en feu, Murray était bon. Et c'est là peut-être que ça se jouerait aussi sur cette série là. Ouais.
De toute façon, Denver, c'est toujours pareil. Le facteur X, c'est Jamal Murray. Ouais. De toute façon, le back-to-back le montre bien. Parce que le premier match, il rentre pas ses tirs, on les éclate. Et le deuxième match, il rentre tous ses tirs et il nous éclate. Donc, pour le coup, oui, c'est le facteur X de cette équipe. Globalement, si les Nuggets veulent être champions, il faut un grand Jamal Murray. Et quand ils ont été champions, justement, Jamal Murray était incandescent. Mais ouais, pour moi, c'est le meilleur mix entre expérience, capacité à taper les gros et niveau offensif et défensif. Je m'explique, là, on parlait des Lakers tout à l'heure. Malgré les Lakers qui aient Luka, LeBron, Austin Reeves pour créer de l'attaque, Denver est une meilleure attaque que les Lakers pour moi, en playoff. Oui. Clairement. Parce que Nikola Jokic et parce que l'effectif est mieux construit aussi. Parce que ce qui n'était pas si évident que ça à dire au début, parce qu'avec les pertes de Bruce Brown, puis après l'été dernier de Kentavious Caldwell-Pope, tu pouvais te dire, Denver, attention, ça s'affaiblit, mais il y a quand même des mecs qui montent en niveau. La saison de Christian Brown, elle est excellente. Mais même des mecs derrière, genre un Strauzer, suffit qu'il mette ses tirs, ça peut être chiant. Russell Westbrook fait une très bonne saison. Enfin, voilà, ils ont de la profondeur d'effectif et de la capacité à produire offensivement sans être non plus mauvais défensivement. Pour moi, ils peuvent avoir un niveau très correct parce qu'ils ont des options là aussi. Pour moi, ils ont des options à mettre en défense, que ça soit de la taille avec Aaron Gordon, que ça soit du dynamisme avec Peyton Watson notamment, ou que ce soit Christian Brown qui est souvent le plus surchet, ou du Russell Westbrook. Ils ont pas mal même de profils en fait assez différents à mettre en défense. Donc pour moi, c'est le meilleur combo de tous les éléments qui font que tu es une équipe qui peut jouer le titre potentiellement. Pour moi, c'est Denver qui l'a dans les adversaires d'OKC. Même si je les mets en S, mais dans une série Thunder Nuggets, je mets le Thunder favori. Oui. C'est une équipe relou. Pour moi, le swing factor dans une série entre OKC et les Nuggets, c'est plus à quel point la défense du Thunder est capable de tenir les Nuggets. C'est ce qu'on avait dit quand on avait fait le dernier podcast où on revenait sur les deux matchs face aux Nuggets. Dans les deux matchs, OKC doit mettre, je sais plus, 100. OKC met le même nombre de points sur les deux matchs. Par contre, le nombre de points encaissés n'est pas le même. Et je pense que la série face aux Nuggets, c'est pas tant est-ce que tu peux attaquer sur eux, parce que tu pourras toujours attaquer sur eux, même si je trouve que l'espèce de mix entre Peyton Watson, Aaron Gordon, Russell Westbrook peut quand même embêter un petit peu Shai. Ils ont quand même des défenseurs qui peuvent embêter Shai, mais c'est plus à quel point tu es capable de stopper leur attaque qui est très très bonne cette année, une nouvelle fois, pour remporter les matchs. C'est ça, faut les emmener dans une série défensive, tout simplement. Si tu les emmènes dans une série où ça se joue vers les 110 points, t'as de grandes chances de t'en sortir. Là où le match qu'on perd, ils en mettent 140 par exemple. Donc si ça commence à péter de tous les côtés, c'est Denver qui se contentera le plus d'une série offensive avec des largesses défensives. Mais tu vois, si c'est un peu ce même ressenti avec les Lakers. Si jamais tu as beaucoup de matchs qui jouent dans les dernières minutes, Denver a quand même prouvé par le passé et même cette saison que quand tu as des matchs serrés qui se jouent un peu à la possession, le pick and roll Murray-Jokic est quand même une arme que n'a pas OKC pour avoir des points pas automatiques, mais pas très loin. Ça peut m'inquiéter. C'est un peu mieux que le Isaiah Joe chez quand même. Le Jokic. Ouais, ou le Shai, il y a un écran, Shai en post-up face au panier. Enfin, face au panier, quoi. Là, vous voyez, above the panier. Limite, la séquence la plus huilée entre deux joueurs, c'est le pick and roll J-Dub Hartenstein. Ouais. C'est limite ça, mais bon, t'as pas Shai dans l'équation, ce qui est embêtant. Bon, sans trop de surprise, Denver est tout en haut quand même, hein, avec les Lakers. Je pense qu'on pouvait s'y attendre. Est-ce qu'ils double team Shai? Ils l'ont pas trop fait. Hein. Ouais, hein. Christian Brown, principalement. Deux aussi. En vrai. Je pense que c'est pas très compatible avec Jokic en plus de le faire. Tu le mets beaucoup en difficulté, tu le responsabilises beaucoup en protection de cercle si tu fais ça encore plus. Peut-être les moments où il est pas là, au pire, après tu mets Shai sera peut-être pas là non plus, du coup. À voir comment il joue les rotations. Bon, les derniers. Les Houston Rockets, deuxième actuellement, oui, derrière OKC avec une longue marge, mais deuxième quand même. Je pense qu'on va être un peu plus bas, non? Je pense qu'on va... S+. Je pense qu'on va être un peu plus bas. Ouais. Allez, je les ai quand même mis en B, mais je les mettrai derrière tous ceux qu'on a mis pour l'instant. Alors, j'y crois pas trop dans cette équipe, mais je pense qu'il faut quand même pas trop les sous-estimer. Ils ont du matériel pour défendre Shai, notamment Thompson qui est athlétiquement ahurissant. Il y a des joueurs qui sont capables de prendre feu, de créer, etc. Même si c'est peut-être un peu leur défaut, mais il y a des joueurs, on l'a vu, qui sont capables de nous embêter un petit peu. Sengun, j'ai toujours du mal à me positionner s'il va être bon ou pas contre nous, mais il y a des matchs il l'a été, il y a des matchs il a été en difficulté et tout.
C'est une équipe qui a quand même des incertitudes en playoff, parce qu'ils n'ont pas vraiment d'expérience et d'expérimentation vraiment. Qu'est-ce que ça donne vraiment cette équipe-là en playoff. Mais j'ai pas envie de les mettre trop bas non plus, parce que ils ont quand même été réguliers toute la saison. Hein. On avait dit avec Constant, on savait pas s'ils allaient tenir aussi haut, longtemps, etc. Il y a eu des hauts et des bas, mais ils sont quand même là, malgré des blessures, malgré pas mal de choses. Après, je les trouve pas assez talentueux pour aller plus haut. Je trouve qu'il y a des limitations. Même leur façon de jouer, est-ce que c'est viable en playoff de jouer les rebonds Enfin voilà, c'est des choses qui seront en test. Ils sont un peu chiants quand même, mais voilà, je peux pas les mettre plus haut. D carrément toi. Waouh. D. Oh là là, dur. Oui, mais à quel point voilà, ce sera peut-être séquencé s'ils nous sortent, mais à quel moment ils prennent 4 matchs les Rockets avec quoi dans quelle philosophie ils prennent 4 matchs de... Je les vois même pas. À part les Denver et Lakers, personne ne prend 4 matchs, hein, je te le dis. Peut-être les Warriors, Clippers, Wolves sur un malentendu, tu vois. OKC se sabote, mais moi je vois pas les Rockets se prendre 4 matchs. Défensivement, ils vont être très forts, mais toi de l'autre côté, tu vas être encore meilleur. C'est-à-dire que la traction Sengun, Jalen Green pour t'amener sur une série de playoffs, moi ça m'inquiète. Enfin, honnêtement, hein, je respecte beaucoup les Rockets, je respecte ce qu'ils ont fait et je trouve qu'il faut pas non plus les sous-estimer. Vous regardez face au top 10 net rating, donc face aux 10 meilleures équipes qui ont face aux 10 meilleurs différentiels attaque-défense, ils ont un bilan qui est meilleur que les Lakers, qui est meilleur que Denver. Enfin voilà, ils ont limite le deuxième meilleur bilan face aux grosses équipes de la conférence Ouest. Mais je trouve que sur une série de 4 matchs, c'est une équipe qui, moi, ne me fait pas peur et je pense que c'est une équipe où tu as beaucoup d'autres équipes de la conférence Ouest qui vont essayer de viser cette 7e place ou qui vont essayer de viser Memphis. C'est peut-être à tort, hein, c'est peut-être la même recette que ce qu'a eu OKC l'an dernier, de dire oui, ils n'ont pas d'expérience en playoff, donc on veut les jouer. Mais c'est une équipe qui n'a pas de go-to-guy, je suis désolé, ils n'ont pas de go-to-guy, ils n'ont pas de Sengun offensivement, il joue bien là depuis 3 semaines, depuis 3-4 semaines offensivement, on a retrouvé un vrai Sengun. Du coup, tu mets Hartenstein, Chet, je donne pas cher de la peau de Sengun sur une série où il est défendu par Hartenstein et Chet. La traction arrière, que ce soit Jalen Green, que ce soit Fred VanVleet, hormis les soirs où il met des pull-ups à 9 mètres en fin de possession, je trouve que c'est tout à fait capable de tenir. Donc voilà, non, pour moi, c'est vraiment. Amen Thompson n'a pas le volume offensif pour te poser suffisamment de problèmes sur du pur scoring. Non, pour moi, c'est une match-up. Ça va être des matchs embêtants, comme on a été tous les matchs entre OKC et Houston cette saison. Mais par contre, c'est des matchs qu'OKC va remporter. Tu vois, c'est un peu le match que tu avais eu en demi-finale de NBA Cup où c'est un match qui est chiant. C'est un match où OKC traîne un peu dans la boue. OKC va pas mettre ses plus gros cartons offensifs à ce Rockets, mais OKC va ressortir gagnant 75% du temps. Moi, je les ai en B. En B-, si je vais préciser. Mais je suis d'accord avec le fait qu'ils n'ont pas de go-to-guy pour le coup. Mais par contre, moi, je ne pense pas que ce soit une équipe si facile à taper au premier tour, hein, Houston. Hein. Pour le coup, avec la base défensive qu'ils ont, et surtout la régularité toute la saison et la dynamique en ce moment qui est très très bonne pour le coup. Ils sont 14-5 depuis le break et ils sont sur 9 victoires là, sur les 10 derniers matchs. Ils sont très, très ils n'ont pas battu des foot de guerre non plus. Hein. Après, oui, ils ont eu un calendrier sympa. Mais tu vois, ils les prennent, ils continuent de faire leur saison et ils vont aller taper largement les 50 wins. Enfin voilà, c'est une super régulière de la part de Houston. Je les mets en B parce que défensivement, ils vont être chiants et je trouve que c'est pas si facile de les amener dans un match offensif. Tu vois. Là, pour le coup, là où on parlait de Dallas qui est en C, par exemple, où eux, ils auront tout intérêt à protéger le cercle et ils n'ont pas assez de talent offensif pour taper. Donc, eux, ils auraient intérêt aussi à aller dans une match-up défensive, mais ils ont moins la manière de le faire que Houston, qui est habitué à faire ça depuis le début de la saison et qui a beaucoup de profils à mettre défensivement. Donc, ça... Je suis assez d'accord sur le fait que Houston qui prend 4 matchs à OKC, je n'arrive pas à imaginer ça, mais j'arrive pas à imaginer tous ceux que j'ai mis en B prendre 4 matchs à OKC dans tous les cas. Donc, pour moi, la régularité dont ils font preuve et le fait que ça va être une match-up relou, tu vois, le D, moi je considère que c'est un sweep. Houston, je vois pas un monde dans lequel ils sont sweepés. C'est une équipe qui va être chiante. Pour moi, c'est une équipe qui va être chiante, qui va en prendre minimum 1 ou 2. Rien qu'avec ce qu'ils produisent défensivement. Un seul, 2, non. Après, il y a Thunder Rockets, ils sont relous. Hein. Pour moi, on les tape, hein. Logique, mais c'est pas.
Il y a ce truc aussi vis-à-vis de Houston qui fait que je suis plus bas qu'eux, c'est que Houston, c'est avec Minnesota l'équipe qui a joué le plus de matchs dans le clutch cette saison. Ils sont à 60% de victoire. C'est le 6e meilleur bilan. Ils ont gagné beaucoup de matchs dans le clutch et ils ont gagné beaucoup de matchs de manière assez improbable, j'ai envie de dire aussi. Ils ont gagné des matchs parce que Taylor Jenkins, justement, il prend le temps mort avant que Desmond Bane mette le 3 points pour envoyer le match en overtime. Il gagne le match face aux Celtics parce que Amen Thompson met des game winners. Enfin voilà, c'est à quel point cette capacité on remporte quand même 26 de leurs 46 matchs dans le clutch, donc ça fait plus de 50% de leurs matchs remportés. À quel point c'est en playoff, et ça s'applique pas forcément que face à OKC, ça s'applique face aux autres équipes. C'est pour ça que, en fait, Houston est une très bonne équipe, il faut les respecter, mais leur bilan dans le clutch fait que parfois le bilan embellit peut-être un peu leur niveau réel, j'ai envie de dire. Bah, là où on est d'accord, c'est que dans le classement, ils sont devant les Nuggets ou les Lakers. Bon, bah, Nuggets ou Lakers, on les craint plus que Houston. Mais par contre, je ne les mettrais pas dans le même panier que Memphis. Là où Memphis, il y a eu des défaillances de coaching. Il y a un manque de rotation, je trouve. Parce que Houston, ils sont capables de toute une rotation de playoff avec l'effectif qu'ils ont. Pour le coup, là, je vois l'équipe, tu as 8-9 joueurs qui sont capables de contribuer en playoff avec leur style de jeu qu'ils ont et qui ne baisseront pas en intensité défensive. Donc, je les mets en B-. En B, du coup, mais B-. Parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas le même arsenal offensif que les autres équipes en B. Mais rien que leur certitude collective fait que ça va être une équipe chiante à jouer quand même. Après, quand tu vois leur cas, justement, ils vont être bien testés hein, parce que ils reçoivent les Lakers, ils vont aux Lakers, ils reçoivent OKC, et leur fin de saison, c'est à Golden State, à Clippers, à Lakers, et ils reçoivent Denver pour le dernier soir de la saison régulière. Donc leurs 4 derniers matchs, enfin même 5 derniers matchs, mais je suis pas sûr qu'OKC, on verra la full team, sachant que c'est le seul stretch, c'est le seul match que tu vas jouer à l'extérieur quasiment d'ici la fin de saison, hormis le road trip de 3 matchs où tu remettras, je pense, tout le monde au placard. Je suis pas sûr qu'OKC envoie la foule, les Rockets. Mais tu vois, dans le classement, ils ont pas ils ont leur destin entre leurs mains, mais ils peuvent continuer de baisser. Et si jamais ils perdent, tu vois, ces matchs d'ici la fin de saison et qu'ils se retrouvent 4-5, on ne tient pas forcément le même discours. Donc leur classement joue aussi beaucoup sur la manière qu'on peut avoir de dire attention aux Rockets, sauf que d'ici 2 semaines, le classement il peut bouger. Et si les Rockets terminent 4e ou 5e, on n'est pas du tout dans leur même positionnement dans la tier list, je trouve. On n'est pas du tout dans le même raisonnement sur la saison de Houston. Après, s'ils prennent la moitié des matchs, ils sont assurés des top 3 hein, quasiment. Oui. 52 wins, donc ils sont tout à fait capables de prendre la moitié des matchs. Hein. Vu ce qu'ils produisent depuis le début de saison, honnêtement, je les vois même bien prendre au moins 4 de ces 8 matchs. Pas forcément beaucoup plus, mais c'est une bonne équipe. Je trouve qu'il faut les respecter plus que Memphis. Ouais, je pense que ça va être des matchs chiants dans tous les cas. Je suis d'accord avec Constant que tu vas les prendre, mais ça va être chiant. Et c'est pour ça que moi je les avais mis un peu plus haut parce que ouais, c'est une équipe un peu comme Minnesota, c'est chiant à manœuvrer des fois, etc. Puis t'as toujours un plafond de certains joueurs. Bon voilà, Piché doit se taper un Dillon Brooks, machin, c'est un peu chiant. Il y a des gars chiants en face, quoi, tu vois. Et ben on a fini de classer tout ça. Est-ce que eux ils trappent chez peut-être pour finir? Je pense pas. Non. Pas Ahmed Thompson, Dillon Brooks, même Tari Eason, pas besoin. Ils ont du matos. Donc on a fini. Donc pour rappeler, Denver, pire tirage selon nous, juste devant les Lakers qui sont en A. Ensuite en B, on a les Clippers, les Warriors, les Wolves. En C, du coup, on a les Rockets, les Mavericks. Et ensuite en D, les Grizzlies, les Suns et les Kings. Du coup, rapidement, parce qu'on n'en a pas parlé pendant qu'on faisait les match-up terrain et voilà. Il y a aussi le storytelling derrière ces séries qui compte beaucoup en playoff, qui fait monter les ratings, ce que vous voulez. Très rapidement peut-être, on va commencer par ceux en D. Kings, bon, il n'y a pas de storytelling honnêtement. Ça reste en D. Ouais. Suns, allez, ça monte d'une catégorie parce qu'à KD, voilà, c'est tout. Memphis, ça reste en D. Dallas, ça reste en C. Parce que c'est plus le même Dallas. Je suis d'accord. Ouais. T'as plus le plaisir sinon, de ça aurait été S. Hein. Sinon, ça aurait été S. Houston, on monte en B peut-être quand même. Non, ouais. Ça m'excite pas. Ouais, mais c'est juste la rivalité Twitter de merde qui n'existe plus, quoi. Ça m'excite pas. Ok. Ils auraient bien monté en B. Ouais, peut-être moi aussi. Hein. J'aime bien. Les Wolves. B. Ouais. C'est sympa. Et je pense que ça peut créer un petit truc pour le coup, si tu les as. Pour les déclats de Chris Finch. Ouais. Ça aurait été A l'an dernier.
Je crois que non, parce qu'à l'époque ils étaient classés trop haut quand on avait fait la tier list, mais ça aurait été A l'an dernier. Là c'est B, c'est un peu moins bien. Warriors. Ah. Ah ouais, tu trouves comme ça? Je trouve qu'il n'y a pas À tant voir de... S. Ah ouais. À voir S, franchement. C'est pas, moi c'est pas la rivalité. De toute façon, vous allez voir, moi je veux des vieux. Je veux des vieux. Moi je veux des joueurs iconiques genre de la décennie 2000. Parce qu'à chaque fois, c'est toujours ces équipes-là qu'on dit, dont il est dit qu'elles peuvent taper OKC. Donc moi je veux ça, moi. Et puis OKC, Golden State. Oui, ça je suis d'accord. Un petit passif quand même. Et puis même, il y a les petites déclats de Draymond. Ouais, ok, si, ils font que sourire, machin. Voilà, il faut être des bad boys. Voilà, c'est peut-être mon S. Hein. Franchement, j'ai envie de les taper. Ah non. C'est qui ton S, toi? Tu mettrais les Warriors en S? Ah, peut-être. Franchement, je me tâte. Je me tâte, mais il est gros prétendant. Moi, A. Ouais, moi je les ai... A. Ah, ouais. Ouais. Les Clippers. A. B. A. Il y a que l'histoire du trade et Harden et tout, je sais pas. Ah, B, c'est sympa. Il n'y a plus Paul George dans l'équipe. Avec Paul George, c'est vrai, t'as raison. Après, Kawhi... Et comme Kawhi est pas vraiment du même niveau, enfin, est pas vraiment considéré au même niveau, tu vois, que les Curry ou que les LeBron dans le mode je suis identifié 2010, moi ça m'excite un tout petit peu moins. Et puis je trouve qu'il n'y a pas de passif. Il n'y a pas de passif. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas d'éclat, tu vois, c'est juste du passif de trade. Face aux Clippers, ce serait rigolo, tu vois, mais ça m'excite pas plus que. Il n'y a que Harden Lou-Dort, quoi. Mais le reste, je serais content parce que ce serait des vieux, mais c'est pas ce qui m'excite le plus parmi les vieux, en tout cas. Les Lakers, bon bah là je demande pas Constant. S. Voilà, merci. Ouais, mais S, je pense, comme l'an dernier. Je pense que c'est le cas. Il n'y a pas. Ah, moi. Je mets les Warriors devant, moi, tu vois. Non. S, en termes de bif, avec les Warriors. Oui, il y a ça. Le biais médiatique, le truc médiatique, c'est-à-dire que si jamais Luka Doncic, les Lakers, si jamais tu tapes les Lakers, et c'est un énorme si, mais c'est incroyable, c'est extraordinaire. Ce serait tellement satisfaisant de voir que tout le monde causerait avant la série en disant oui, les Lakers, c'est la match-up qu'il faut pour OKC, etc. Non, la symbolique est grande. Hein. Luka Doncic, la symbolique, et puis juste Luka Doncic, déjà, même s'il joue aux Lakers, te met en A. Ouais. Luka Doncic face au Thunder, c'est une rivalité. On peut dire ce qu'on veut, c'est une rivalité. En plus, les Lakers, LeBron James, le fait que ce soit les vieux, pour moi, il n'y a rien qui, en termes de rivalité à l'Ouest, il n'y a rien que je veux plus voir qu'une série entre OKC et les Lakers. Ok, toi t'aimes bien les déclats médiatiques. Pour moi, ils peuvent faire le même cinéma que les Warriors. Hein. Ouais, les Warriors, l'expérience. Ouais, mais là, il y aura ESPN qui se mettra en place encore plus. Oui, c'est possible. Mais moi, j'avoue que toi, t'as plus le côté médiatique. Moi, c'est vraiment le bif avec les joueurs. Les déclats de Draymond Green, j'ai envie qu'il ferme sa gueule. Ouais, mais Luka Doncic, Lugensdort, il y a un petit passif, quoi. Ah oui, aussi, on est d'accord. Moi, je les ai mis en A. Hein. J'aime beaucoup cette match-up. Pour moi, S. Moi, ça vaut pas les Warriors, mais quand même. Et Denver, est-ce qu'on peut mettre 2 S? Ou c'est A au minimum? Ouais. Non, A. Duel de MVP ouais. en plus, donc... Ouais, c'est ça, il y a story. En plus, Denver, c'est... Ouais, voilà, t'as Russ, et puis même Denver, l'an dernier, ils sortent contre une match-up qui est vraiment terrible pour eux, mais sinon, c'était les favoris à l'Ouest, ils gagnent il y a 2 ans, enfin, tu vois, ne serait-ce qu'en termes de niveau sur les dernières années par rapport à OKC qui explose depuis depuis l'an dernier. Ne serait-ce que ça fait A. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas tant de bif que ça, mais... Ouais, c'est Denver. Mais t'as ce côté aussi où... Denver, pour moi, je vais vous faire, puisque j'ai fait le classement, là, l'espèce de run un peu épique, le run où OKC arrive complètement carbo, mais tu peux avoir un scénario où tu joues les Warriors au premier tour, tu joues les Lakers en demi-de-conf, tu joues les Nuggets en finale de conf, en termes de storytelling. Alors, je suis peut-être pas sûr que tu gagnes les 3 séries, mais par contre, c'est le parcours, tu fermes des bouches, quoi. C'est vraiment, tu ne peux que fermer des bouches. J'avoue que on n'est pas si loin que ça de ce scénario-là. Moi, ça me ferait plaisir parce qu'en termes de storytelling, ce serait fou. En termes de niveau de jeu, on serait en mode bon, c'est un peu embêtant. Mais vraiment, ce run-là, si jamais tu arrives à avoir un run comme ça et que tu arrives à sortir de l'Ouest, là, pour le coup, les équipes commenceront à te respecter. C'est rigolo. Pendant qu'à l'Est, tu auras Boston qui aura fait Chicago, Indiana, New York et Cleveland sans Evan Mobley. Bon, storytelling pas mal. On avait dit qu'on le ferait, mais très rapidement. Équipe de l'Est. Bon, Boston en S, Cleveland en A. S plus. C'est-à-dire que c'est la seule équipe où je mets pas OKC favori sur une série de playoffs. Boston. Voilà, comme
Comme ça, c'est dit. Moi, Boston garde l'avantage. Quand les gens m'en parlent, moi, même que ce soit quand mon équipe de basket et autres, je dis la seule défaite que j'accepte, c'est en finale contre les Celtics. Ouais, je pense aussi. Donc, dans une série, je mettrais peut-être OKC favori, tu vois, mais c'est très serré. Et Cleveland, que j'estimais beaucoup, là, depuis quelques temps, ça va quand même moins bien. C'est vrai. C'est au pire moment. Mais je mets Cleveland au-dessus des Nuggets malgré tout. Mais en dessous de Boston. Genre, Boston, ce serait le S ultime. Genre, le S final. pas favori. Cleveland, ouais, le boss, bah, c'est un peu ce qu'ils sont, on va être très honnête. Mais Cleveland, je les mettrais, genre, pour donner des pourcentages, je mettrais Boston, OKC, je mettrais peut-être un 65-35 Boston. OKC, Cleveland, je mettrais peut-être tu vois, un 51-49 OKC. Tout le reste, je mets OKC à 55 ou 60% de victoire, ou en tout cas de remporter la série. Cleveland, j'attends de voir leur début de playoff pour voir l'état de forme dans lequel ils seront. Parce qu'avant leur mauvaise série, là, je les estimais beaucoup et ouais, ça aurait été limite avec Boston, je savais pas trop comment me poser, tu vois. Mais là, c'est vrai que leur mauvaise série et le manque, on va dire, de star power, entre guillemets, fait que je les redescends un peu. Ouais, puis je trouve que Boston est quand même. Boston a enclenché la seconde là depuis un sacré paquet de temps. Ils ont arrêté de jouer. On va être très honnête, ils ont arrêté de jouer là où Cleveland, même si c'est le mois de mars, il faut toujours se méfier de ce qui se passe au mois de mars en NBA. Je les trouve un peu moins forts, même quand ils font leurs 17 wins de suite, où on voyait que les fans des Cavs n'étaient pas forcément capables de produire. Donc, t'avais pas la même domination. Moi, Boston reste. T'as pas la même domination qu'OKC dans leur match en fait. J'ai cette impression. T'avais plus les mêmes dominations. Ouais. Là où tu les avais pendant un moment. Tu les avais avant, ouais. Voilà. Et là où Boston redomine son sujet. Donc vous prenez on a mis SCA et tout le reste. Vous prenez le parcours que Constant a énoncé à l'ouest et vous finissez par Boston en finale et vous avez le je sais pas comment on peut dire, un parcours extraordinaire. Si on est Warriors, champion avec ce Lakers, Nuggets, la marche impériale vers le titre. C'est un parcours Real Madrid Ligue des Champions 2022. Ouais, c'est clair. Bon, messieurs, pour que ça s'arrête au premier tour face aux Kings, quand même, dans la réalité, c'est triste. On va finir comme ça. Déjà, n'hésitez pas vous aussi à donner votre tier list, à réagir à ce qu'on a dit si vous êtes d'accord ou pas. N'hésitez pas à clipper ou autre, à nous ressortir ça sera bien fait pour notre gueule si jamais il y a des choses comme ça qui arrivent. Et puis comme je vous l'ai dit au début, abonnez-vous partout, on va revenir avec plein de contenu pour les playoffs, bien sûr, on va revenir en preview, on va essayer de vous parler pas mal de matchs juste après, il va y avoir le bilan de la saison, il y a plein de choses, donc là c'est le moment de suivre tout ce qu'on fait, notamment sur YouTube, où il y a tout qui se retrouve en gros, mais aussi Twitter, etc. Et puis, voilà, il nous reste quelques nuits encore, quelques matchs de saison régulière à regarder, et puis on arrivera maintenant au nerf de la guerre, ce qu'on attend depuis maintenant très longtemps, depuis le début de saison, honnêtement. Comme a dit Shea en conf de presse, c'est là où les vrais matchs débutent. Conf de presse, depuis le début de saison, on attend ça, on dit que ça sera le moment de juger cette équipe-là, et on y approche de plus en plus. Donc soyez en forme pour ce moment-là, et puis on se retrouve très vite. Salut à tous.